Mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang? Je te fais un joli berceau. J'aime beaucoup. Que a-t-on pour passer auprès des autres? Vous écoutez ou contemplez 2D6 plus cool, un podcast et une chaîne YouTube où on ne lance pas les dés sans se mouler dans du spandex. Nous sommes le 30 décembre 2019 et l'émission sort de sa torpeur. Voici plan séquence Marvel Heroic Roleplaying X-Men. Suite, fin et débrief. Face à Willy le Dupontesque Dupont, auteur de Dead 100 ou Punch Unit, en tant que Watcher, se tiennent les X-Men Storm, Beast et Nightcrawler, ou Tornade, Fauve et Diablo de temps à autre, incarnés respectivement par Kat, Street Tiger et votre serviteur Volsung. Plan séquence s'affine toujours. Marvel Heroic Roleplaying est un jeu avec son propre crunch, et les poignées de dés ont moins de charme en virtuel. Aussi, j'ai décidé de rendre les passages mécaniques plus digestes, comme vous pourrez en juger. Et il est possible que je récidive sur l'autre jeu. Une fois n'est pas coutume, un résumé. Oui, ça aussi, c'est expérimental. Nous sommes à Washington. À l'hôtel McKinley se tient une commission scientifique fédérale spéciale, où sont attribuées des bourses d'études aux projets financés par le gouvernement. Et les professeurs Henry McCoy et Moira McTaggart espèrent plaider pour leurs recherches sur la génétique et la cause mutante. Sachant que ces financements ont bon nombre de partisans de la cause, mais aussi des adversaires, et que ces recherches sont sensibles en termes de sécurité. Hank est venu accompagné de deux de ses camarades X-Men, à savoir Storm, alias Ororo Munro, et Kurt Wagner, dit Nightcrawler. On ne sait jamais. Et son intuition était plutôt bonne. On a repéré des personnes hostiles à la cause mutante en la personne du député Stanlis, de base très à droite, parmi les membres du jury, ainsi que les professeurs Goldvine et Cochrane, en tant que compétiteurs qui viennent aussi présenter leur projet Locke, nettement moins mutant-friendly, financé par diverses universités, mais aussi Oscorp. La première soirée de ce séminaire a été plutôt agitée. Elle a fini quand même sur le toit de l'immeuble, avec un agent de sécurité inconscient, un crapaud grillé, et une rencontre avec Sabertooth et Mystique. La sécurité semble mise à mal, et une menace pèse sur le symposium. Postscriptum. Pour ceux qui nous regardent, les lunettes noires, c'était pour des raisons de santé temporaire. Merci de vous en soucier. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc vous avez passé la nuit sur vos gardes. Vous avez un peu rôdé dans les couloirs quand même pour essayer de voir si vous ne retrouviez pas des traces des sbires de Magneto. Vous vous êtes attendu à tout moment à devoir affronter une menace ou une attaque dans vos appartements. Mais il ne s'est rien passé. De cuisse de grenouille. Mais voilà, lui, non, à mon avis, lui, il est en train de frire avec un beurre maître d'hôtel quelque part sur le trottoir. Mais il ne s'est rien passé. Vous avez une nuit finalement assez tranquille qui a permis au professeur McCoy de réviser un peu ses fiches. Et le lendemain matin, il y a eu le discours de lancement de la commission spéciale, auquel vous n'avez pas assisté parce que vous étiez pris par un long petit déjeuner. Et vous commencez à arriver dans l'énorme salle qui va accueillir ceux qui vont présenter leur projet. C'est une vaste salle. Il y a à peu près une centaine de gens qui sont amassés là, beaucoup de journalistes, beaucoup de scientifiques, vos confrères et vos concurrents d'ailleurs lors de la commission spéciale. Et tout au fond de cette grande salle, face à un grand tableau blanc où on projette les noms des différents sponsors de la commission, publics et privés, et il y a le jury qui est en train de s'installer. Voilà. Vous savez que Hank, tu vas passer dans une dizaine de minutes. Le professeur Moira McTaggart est à tes côtés, visiblement assez nerveuse, elle aussi. Vous allez me dire un peu ce que vous faites, vous, dans cette grande salle. Comment vous voyez les choses et peut-être vous avez préparé des choses, peut-être. Je vous écoute. Pour l'occasion, ne voulant pas imposer ma fourrure bleue au public, j'ai donc mis un costume qui a été fait spécialement à ma taille, mais qui n'en reste pas moins très étroit, et je ne cesse de tirer sur ma cravate et de rajuster mes lunettes, tout en tentant de lancer des regards rassurants à Moira, qui n'a pas l'air plus rassurée que moi. Non.
Non. Moira a un petit tailleur assez sobre, elle a noué ses cheveux avec un chignon et elle est en train de compulser sa tablette frénétiquement. Tu vois des fichiers défiler très très rapidement. Je ne manque pas également de lancer quelques coups d'œil appuyés au public et même un peu partout, car Mystique peut prendre la forme de n'importe qui. Donc ça a tendance à rendre un peu paranoïaque quand on sait qu'elle est dans le coin. Parce qu'elle peut être n'importe qui, n'importe quoi. Elle peut même être un rat, un chat. Et chaque personne qu'on rencontre peut être suspecte. Quelle est l'excuse pour que Charles Xavier ou un autre psy soit absent? Ils sont sur la face cachée de la Lune en train d'affronter je ne sais quel danger cosmique? Oui. Probablement dans une stase, quelque part... temporel avec ses copains chiards de l'autre côté de la galaxie. Enfin, la routine. D'un autre côté, alors il aurait été aussi déplacé qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est là qu'on regrette l'absence de Logan qui aurait pu repérer Mystique à l'odeur. Après, moi je pense que Mystique est le dernier de nos soucis pour l'instant parce que ils sont clairement là pour être opposés au projet Locke qui va à l'encontre de tout ce qu'ils soutiennent depuis le début. Ils seront plus de notre côté, je pense. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont une menace pour le public et même si je n'approuve pas le projet de Locke, je ne souhaite pas pour autant le voir réduit en charpie. Donc, vu que vous êtes en train de roleplayer, je vous imagine côte à côte. C'est le cas? Oui, évidemment. Oui, alors. Ou alors on parle par une petite oreillette. Ah, oui. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Okay. Du coup, Storm, où est Storm et qu'est-ce qu'elle fait là actuellement? Storm est habillée en tailleur strict et elle est à l'arrière de la salle avec sa petite oreillette. On aurait dit un agent de sécurité. Et elle est en train de surveiller le public de l'arrière en fait. Et aussi essayer de couvrir une partie des sorties. Tu as sur toi l'équipement audio qu'utilisait l'agent Merton. Comme ça, je peux en fait communiquer avec mes coéquipiers. Ouais. Mais j'ai aussi une deuxième oreillette, peut-être sur la deuxième oreille, qui me permet de suivre en fait ce qui se dit entre la sécurité officielle en fait de l'événement. D'accord. Effectivement, tu vois que sur un des canaux sécurisés de cet équipement, t'entends pas mal de commentaires. En général, c'est assez bref. C'est un petit peu du jargon, quoi, que les gens de la sécurité ont entre eux. Un jargon quand même très professionnel. Toi qui es assez versé, t'as des compétences en covert notamment. Tu sens bien qu'il y a quand même, c'est pas du vigile lambda. Il y a vraiment du. Ouais. Ce sont vraiment des professionnels expérimentés et ils s'embarrassent pas trop de détails dans leur communication. Elle est très très efficace. J'avais désactivé le micro pour pas qu'ils m'entendent par hasard. D'accord. D'ailleurs, je crois que la dernière fois, tu avais très bien réussi un jet et tu avais identifié qu'il y avait beaucoup de procédures de sécurité qui te faisaient penser au Shield. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, ouais. Voilà. Ça pourrait être des agents de Shield. Tu serais pas étonné qu'il y ait du personnel au moins formé par le Shield qui soit à la sécurité de cet événement. D'accord. Faut dire qu'il y a des sénateurs, des députés, des officiers de l'armée, il n'y a pas n'importe qui, quoi. Par rapport à Cinematic Universe, Shield, il est comment dans cet univers-là? Il est sensiblement pareil que dans l'univers cinématique, il est très influent. Il est censé être un service plus ou moins extérieur. Il n'empêche que quand toutes les questions qui ont trait aux super pouvoirs, aux êtres un peu surhumains, ils sont toujours fortement impliqués. Et ils ont des moyens techniques bien supérieurs à ce que peut avoir la CIA, les services secrets ordinaires. Un peu comme le Shield qu'on voit dans les films. Oui. Que fait Kurt à ce moment-là? Je suis le seul dont l'emplacement soit assez secondaire, puisque je peux être où je veux, quand je veux, à peu près. Donc je dois pas mal détonner au milieu de tout ce parterre en costume, très, comment dire, à la vue basse, voire à la ligne patibulaire et aux idées un peu arrêtées. Je rappelle que tu as la possibilité d'utiliser un procédé holographique qui masque ton apparence. Tout à fait, mais je ressemble quand même à un teenager, quoi. Ah oui, malgré tout. Du coup, moi je suis un petit peu là, je regarde un peu par-dessus mon épaule, je suis pas très à l'aise, et à ce moment-là j'active mon oreillette et je marmonne un peu dans ma barbe. Hank, tu peux me rappeler pourquoi on n'a pas prévenu les autorités et pourquoi tout l'événement n'a pas été annulé depuis que sa sécurité a été compromise? Je me pose également la question. Non, c'est une occasion unique
Nous ne pouvons pas le manquer. Et surtout, prévenir les autorités. Tu connais les pouvoirs de Magneto. Tu connais les pouvoirs de la sauvagerie de Creed. Si les autorités s'en mêlent, il y aura forcément des victimes. Raison de plus pour annuler la chose, que chacun regagne ses pénates en sécurité et qu'on essaie de mettre ça une autre fois. Tu as la voix de la raison, Kurt. Mais je pense qu'il est hélas trop tard pour cela. Tu imagines si un groupe de mutants venait déclarer que d'autres mutants terroristes allaient attaquer le Congrès? Tu imagines la réaction? Oui, mais en même temps, je veux dire, ils savent qui tu es. C'est un peu écrit sur ton visage. Ils savent qui je suis. Penses-tu vraiment qu'ils s'arrêtent à des détails comme ça? Pour eux, la première chose que je suis est un mutant. Et un mutant, ça veut dire dangereux. Si jamais nous accréditons cette thèse, hélas, nous leur donnons le bâton pour nous faire battre. Je suis d'accord avec Hank. Et puis de toute façon, si cet événement devait être réorganisé de nouveau, qu'est-ce qui nous garantit qu'il se passera mieux? C'est tout à fait vrai. On sait qu'on aurait pu avoir des renforts. On parle de Magneto quand même. Mais j'imagine que vous avez raison. Je laisse échapper un soupir dans l'oreillette. Et je me concentre à nouveau sur ce qui se passe dans la pièce en s'attendant à tout moment à ce que ça explose. D'accord. Tu es positionné où dans la pièce, toi? Elle fait quel genre de dimension c'est une pièce gigantesque, hein. C'est une salle de congrès. Elle est très très vaste. Il y a plus d'une centaine de personnes assises. Sur les côtés, il y a même un buffet. Il y a des espèces de gigantesques kakémonos. Il y a un écran géant tout au fond. Comme un écran de cinéma où sont projetées des choses, des animations. Il y a des lieux qui sont un peu en hauteur, avec un genre de balcon intérieur. Oui, il y a un balcon. Ouais, il y a un balcon. Bah écoute, j'ai dû faire une halte au buffet, hein. On va pas se priver quand même. Ouais. Je sais pas, ça va peut-être me rassurer. Et après, je me mets en hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble. D'accord, très bien. Je fais ça un peu dans les formes, mais après, j'hésiterai pas à me téléporter comme un fou dès que ce sera nécessaire. Auroro, tu entends dans tes oreillettes, t'entends une voix qui dit Bon les gars, je compte sur vous, un maximum de vigilance. Je vous rappelle que Merton a failli y passer. Il y a une intrusion mutante avérée. Faut être sur tous les fronts. Alors, vous contrôlez les accès et je veux que vous ayez toujours un de vos collègues en visu. T'entends des différentes personnes qui répondent à ces instructions. Tu as remarqué que quand même, Storm, enfin d'ailleurs vous l'avez tous remarqué, que la sécurité a pratiquement doublé. Il y a beaucoup d'hommes de sécurité dans la salle. Du coup, je dis, ils ont doublé la sécurité. Toi qui voulais les renforts, Kurt? Ouais, je pensais pas à ce genre-là. Dès qu'ils vont me voir, on va peut-être presser la détente et poser des questions ensuite. C'est possible, vu comment ils sont nerveux. Quoi qu'il se passe, je doute que la confrérie passe à l'action pendant le discours même. Ça fait un moment qu'on les connaît, non? Qu'est-ce qui serait leur genre, en définitive? Si Eric tenait tant que ça à interrompre ce congrès, il l'aurait déjà fait. Je pense qu'ils attendent un truc clé, mais je ne sais pas encore quoi. Je vais essayer de répertorier de visu en fait tous les agents qui se trouvent dans la salle. Ok, d'accord. Tu les mets en surveillance. Alors, tu vas me faire un petit jet de covert pour faire ça. Donc, Kat lance alors un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de distinction femme de tête, un des 8 de son supérieur, tiré de son power set déesse de l'orage, un des 8 de sa spécialité expert espion, et enfin un des 6 grâce à l'équipement chippé à la sécurité. Dans le Doom Pool, Willy n'a que 3 des 6 à lui opposer. Storm l'emporte avec un total de 11 et un dé d'effet de 10. Bah toi tu commences à évaluer le nombre d'agents présents dans la salle. Tu remarques que y a un peu deux types d'agents. Il y a l'air d'avoir des agents qui ont l'air d'être bien mieux équipés que d'autres. Dans le sens arme ou dans le sens des gadgets? Dans le sens arme, oui. Tu vois qu'il y en a certains qui ont l'air d'être manifestement armés, hein, qui ont l'air aussi d'être nettement plus expérimentés, ça se voit à leur posture, ça se voit à leur forme physique. Hein. Et tu vois qu'il y a à peu près 3 agents comme ça qui ont l'air d'être des agents très expérimentés, qui surveillent les accès, et l'un d'eux est près des tables où vont se tenir les jurys. Et tu vois qu'il y a d'autres agents qui ont l'air d'être des agents un peu plus lambda, qui eux ne sont manifestement pas armés. Ils ont également des oreillettes, ils sont également là pour essayer de contrôler plus ou moins filtrer les entrées et contrôler les spectateurs, le public. Et voilà. Donc eux ils sont 5-6. Je m'intéresse particulièrement à celui qui est à côté de la table de jury. D'accord, très bien.
Parce que si jamais c'est Raven... Ok. J'ai une question subsidiaire. Ouais. Ce D10 d'effet Ouais. que Kat Storm viennent cramer pour avoir ces informations, est-ce que ça Oui. devient aussi une ressource qui sera utilisable plus tard ou pas du tout? Non, là, c'est de l'information. Par contre, ce D10 n'a pas encore donné toutes ses infos. Je le garde pour plus tard. C'est D10 quand même. Oui, non, mais pour l'instant, je le garde en réserve parce que c'est une grosse réussite. Donc ça paiera encore plus tard. Le professeur McCoy, tu vois que Moira a l'air de discuter avec quelqu'un qui a l'air d'être du comité organisationnel. Tu vois que c'est une dame qui est en train d'échanger avec elle. Et tu vois que du coup, Moira te fait signe de la main. Elle t'invite à t'approcher de l'estrade où se tient le jury. Tu vois que sur cette estrade, il y a différentes personnes qui sont en train de s'installer. Alors, pour l'instant, Est-ce que ça veut dire que du coup on peut dropper les autres PNJ magnifiques qu'on a designés plus tôt? Oui, tout à Tous. fait. Qu'est-ce qui est arrivé au général Flynn Marten? Il est magnifique. Qui a fait je ne ça? sais pas. C'est Je ne sais David. pas. C'est pas moi. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est... Attends. Oui, ok. Ça sent le David qui n'a pas de scène. Je t'avais déjà fait le coup à Star Wars. Oui, non mais. Donc Donc je vais approcher. Henri Je vais McCoy, approcher. tu commences à t'approcher, ouais, effectivement. Tu reconnais le député Stanlis qui a l'air de bougonner en te voyant t'approcher d'ailleurs. Tu sens que Tu il ne m'étonnes. fera pas 2 pas pour venir te serrer la main, c'est évident. Je suis le seul mutant dans la pièce qui est vraiment une apparence de mutant. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, je dois être l'idole des foules. Mais j'ai l'habitude. Minorité visible. Bah, tu sens une certaine crainte hein, dans les plis de son front, là, à savoir que tu t'approches. Le député Stanley, c'est un personnage un peu corpulent, un visage un peu rusé, également un peu usé par les soucis, qui te regarde donc avec une expression de perplexité, voire de dégoût. Hein, il a une espèce de mou comme ça, assez limite écœuré à la vue de ta fourrure inhumaine. Tu vois qu'à côté de lui, il y a deux personnages qui font quand même figure d'autorité, peut-être parce qu'ils portent des uniformes de l'armée. Hein, ce sont 2 généraux, le général Foreman et le général Flynn Marten. Tous les deux ont des faciès assez graves. Néanmoins, tu vois que quand tu t'approches toi et Moira, quand vous approchez de leur grande table, ils se lèvent et vous tendent la main, vous serrent la main sans trop de difficulté. Vous voyez la sénatrice Rosewick, qui est une femme d'une 50aine d'années, assez élégante, qui est finalement qui paraît assez aimable, et le sénateur Orland, un politicien d'expérience, visage un peu fermé, tu sais pas trop ce qu'il pense, qui vous salue également tous les 5. Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que nous connaissons ces gens? Et est-ce que nous savons un petit peu leurs opinions, à la fois sur les mutants et à la fois sur effectivement les recherches qui vont être accomplies aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont déjà montré un quelconque intérêt envers un des projets? Bon, alors, tous les deux tous se sont plus ou moins déjà exprimés sur la question. C'est pour ça qu'ils sont dans le jury, justement, de la commission à laquelle tu participes. Toi, en tant qu'activiste de la cause, tu les connais un peu. Tu sais par exemple que le général Foreman, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt favorable à un traitement sécuritaire de la question mutant. Ça n'est pas un allié, c'est plutôt un pro-striker. Ok. D'accord. Ok. Le général Flynn Marten et le sénateur Orland, c'est des gens qui sont déjà intervenus sur les questions mutantes, mais qui sont restés très très mesurés. Le général Flynn Marten, tu sais que c'est surtout un scientifique lui-même, au-delà du fait d'être un militaire. C'est surtout un scientifique. Le sénateur Orland, c'est vraiment un politicien. Du coup, c'est quelqu'un qui se garde bien d'afficher ses opinions sur des questions aussi sensibles. Ok. La sénatrice Rosewick, c'est une démocrate. Elle est quand même très progressiste sur plein de questions. Sur les questions mutantes, elle a eu quelques prises de parole qui étaient à chaque fois très mesurées et plutôt intelligente, quoi. C'est plutôt quelqu'un de pertinent, voilà. C'est pas une ennemie, quoi. C'est pas non plus quelqu'un qui va prendre le risque de flinguer sa carrière politique en se montrant ouvertement pro-mutante.
c'est pas une alliée militante non plus, quoi. Non, non, mais là, il n'y a pas d'alliés militants du tout. Il y a des gens qui sont là pour juger à qui vont accorder une douzaine de millions de dollars pour financer un programme de recherche. Donc toi, tu salues ces gens, je sais pas, vous discutez un peu avec Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne manque pas d'envoyer quelques petites piques au député Stanlis, à faire quelques remarques sur les derniers discours de la sénatrice Roswick, montrer que ce sont des gens que je connais, dont je connais les opinions, et surtout dont je connais les dessins de leur présence ici. D'accord. Voilà. Tu vois que la sénatrice Roswick est celle qui se montre la plus courtoise, on va dire, et qui vient vous saluer le plus chaleureusement avec Moira McTaggart. Elle vous dit j'imagine que vous avez l'habitude des présentations scientifiques, donc vous allez avoir le temps de présenter votre projet. Nous sommes entre professionnels et donc vous n'avez pas de crainte à avoir. Il y aura un débat argumenté après la présentation et on vous interrogera quant aux finalités de vos recherches et voilà, ça devrait durer moins d'une demi-heure. Voyez ça comme un simple exercice. Bon courage. Je vois qu'elle retourne à sa place. Tu vois que pendant ce temps-là, il y a Moira qui a téléchargé tous ses PowerPoint, parce qu'elle en a une demi-douzaine au cas où, sur l'ordinateur pour la projection. Tu vois que le député Stanlis, lui, se gratte la tête. Le dossier de présentation que vous avez fait passer, il l'a pas ouvert. Il est en train de faire des petits dessins sur la couverture. Genre. Ça ne m'étonne pas du tout. Il est pour lui. J'en profite, dans les petites piques que je lui ai envoyées, je n'ai pas manqué de louer ses prouesses artistiques. D'accord. Si tu veux, tu peux déjà commencer à l'attaquer, parce que après tout, c'est un duel de psychisme. Mais je ne vais pas m'en priver. Je ne vais pas m'en priver. D'accord. Par exemple, tu peux tout à fait, dans le cours du débat, faire des jets pour essayer de l'attaquer, lui causer du stress. Alors non, pas dans le débat. Pas dans le débat. Hors débat, oui, mais pendant le débat, je tiens à rester très professionnel. D'accord. Mais t'as essayé déjà de... Tant que ça reste public... T'essayes de l'affaiblir. Tu essayes de l'affaiblir en amont, avant le débat? Eh ben, tu vois, comme par exemple le fait que j'ai remarqué qu'il faisait des petits dessins. Ouais. Voilà. Je n'hésite pas donc à vanter ses talents artistiques. Ouais. Pour le déstabiliser, pour à la limite l'agacer un petit peu plus envers moi, faire en sorte qu'il soit moins sur ses gardes, plus dans le ressentiment que dans la prudence. Ok, très bien. Alors là, je regardais un peu sur ta fiche. Tu vois, t'aurais eu une compétence genre psyché ou menace. Tu vois, ça aurait été intéressant d'essayer de tenter de faire une attaque pour déjà lui causer un malus, par exemple, tu vois, le mettre dans une condition défavorable. Mais comme t'as pas ces spécialités, je pense pas que ce soit intéressant dans un premier temps. Je n'ai que la distinction du type le plus intelligent à la ronde. Ouais. Mais ça va servir. Il n'y a aucune spécialité qui représente l'orateur qu'il est, quoi. C'est fou. Et c'est ça. Et son immense érudition. Si, il y en a, mais pas sur ce type d'attaque. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas voué à l'agression, quoi. Ouais, voilà. On va être obligé de faire du roleplay sans lancer les dés. Quelle horreur. Enfin, vous voyez que le sénateur Orland dit que commence à prendre la parole. Vous voyez que le silence se fait dans la salle. Il dit nous allons examiner maintenant le troisième projet attaché à la commission génétique et sécurité. Le projet défendu par le professeur McCoy et le professeur McTaggart représentant le MIT en partie et divers fonds privés de recherche.
Monsieur McCoy, nous vous laissons la parole. Très bien. Donc je me lève très dignement, je me rends au pupitre. Attends. Une petite précision. Il m'a appelé que moi, alors que c'est collégial. Oui, c'est collégial. Moira et moi. Oui, bah Moira, elle est notoirement pas celle qui prend la parole. Non, mais c'est pas pour ça que. Ah non, mais elle est à tes côtés. Voilà. Par contre, il l'a cité dans le projet des fonds. Bon, très bien. Je vais me mettre derrière le pupitre, rajuster mes lunettes, tout sauter un petit peu pour éclaircir la voix. Commencer évidemment mon discours par une citation littéraire de Lord Byron, par exemple. Et ensuite, exposer mon projet en suivant évidemment toutes les pistes que Moira et moi avons établies avec soin lors de la soirée précédente. Très bien. Je fais vraiment de mon mieux, je mets quelques petites pointes d'humour pour ne pas lasser mon auditoire. Je reste simple dans mes propos, clair dans mes idées. Bref, j'ai bien soigné mon. D'accord, très bien. Tu vois que tout ça est sous-tendu par une projection en même temps qui est animée par Nora justement, avec différents films qui illustrent les différentes étapes de votre projet de recherche. Des scènes de labo, des tas de graphiques, des animations 3D de chromosomes qui s'entremêlent, de chaînes de nucléotides, tout ça. Enfin, voilà, c'est magnifique. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode il y a un sacré bout de temps, si je m'en rappelle bien, déjà il y avait un nom de code pour ton projet ou Enfin bref, l'idée c'était d'accompagner, de surveiller les évolutions du gène mutant pour éviter, comment dire, des mutations difficiles à vivre, non? Pour que ça c'est ça, voilà. Manifeste suffisamment tôt. Anticiper la première apparition du pouvoir mutant pour éviter justement les accidents, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Le projet, c'était une meilleure connaissance des processus mutagènes en fait pour en favoriser un développement plus harmonieux et éventuellement développer des thérapies géniques s'il y avait des effets secondaires trop nuisibles pour le porteur en fait. Enfin, c'était un peu ça. Un truc bien clair. Donc c'est presque de la recherche fondamentale hein, votre projet. Hein. Contrairement au projet Locke, qui lui est un projet utilitariste. Et oui, mais qui va avoir tendance à intéresser les militaires. Ouais. Qui a laissé rentrer des chats dans la pièce? C'est pas moi. C'est un festival. Hein. C'est le mien. Je peux pas le mettre dehors. Alors, je te propose de faire un jet, Hank. Street Tiger lance un des 6 d'affiliation solo, car il est réellement seul face au jury. Un des 8 de distinction généticien activiste. Et un des 10 de sa spécialité, maître scientifique. Son power set mutant bestial reste sur la touche, car aucun pouvoir ne semble applicable. Cependant, il peut ajouter un des 8 grâce à la présence de Moira McTaggart. La voici réduite à l'état de ressources, c'est du propre. Face à lui, le Doompool et ses modestes 3d6. Si nous avions essuyé plus de complications lors de la séance précédente, celui-ci aurait été plus élevé. Dans Marvel Heroic Roleplaying, quand la diversité est abstraite ou ne dispose pas de stats, c'est le Doompool qui prend le relais. Il émule ainsi le rythme et l'attention du comics en fonction des événements qui ont précédé. Il est des fois où soulever un simple véhicule représente des enjeux plus élevés pour ce pauvre Spider-Man, alors que ça pourrait être une formalité en début d'épisode. Bref, avec un total de 13, d'au moins 5 points supérieur au total du Doompool, le D10 d'effet de Beast devient un D12. Donc t'as un effet à D12, mec. Bien joué. T'as un effet à D12. Je me réfrène de ne pas siffler dans la salle. Wouh! Vous voyez que votre présentation scientifique est effectivement de tout premier ordre. Du coup, tu as ça te crée un avantage D12 qu'on peut mettre comme ça. Qui est, on va l'appeler crédibilité scientifique. Crédibilité scientifique des 12. Donc effectivement, tu as fait une intervention vous avez fait une intervention qui scientifiquement est quand même assez inattaquable. Vous voyez que le jury est en train d'examiner d'ailleurs les documents, à part Stanley qui s'en fout. En train d'examiner tous les documents que vous avez passés. Pendant ce temps-là, dans la salle, vous voyez que la salle est plus ou moins plongée dans l'ombre parce que tout le monde est très concentré sur ce qui se passe à l'écran et sur les orateurs. Sauf moi qui suis concentré sur des gens qui sont dans la salle. Oui, voilà, sauf toi. Tu vois que toi, dans tes oreillettes, tu as entendu un message
qui a annoncé une faille sécurité à l'accès B. Tu sais pas trop dans leur code à quoi correspond l'accès B. Mais mais je pense que du moment où l'info est passée, tout le monde a un petit peu regardé vers l'accès D. Oui, tu vois qu'il y a effectivement, quelqu'un il y a un des mecs de la sécurité, tu l'as vu partir et quitter la grande salle. Toi, tu fais quoi à ce moment-là? Bah, du coup, je dis à Kurt, il y a une faille de sécurité. J'y vais surveiller la salle. Oh, t'es sûr? Parce que moi j'ai pas ton... moi je peux y aller, moi je bouge vite. Suis le gars. Lequel? Où? Laisse tomber. Non mais je bouge vite, tu me dis juste où je vais, j'y vais. Bam, bam. Oh, pas le temps d'expliquer, en fait, je suis le gars. Toi, tu commences à suivre le gars. Tu vois que tu remarques un truc, Storm, pendant que tu es en train de suivre ce gars. Ouais. Tu vois que par une autre porte, il y a un autre gars de la sécurité qui vient de rentrer. Tu réalises que dans le premier check-out de la salle que tu as fait, enfin tu sais quand t'as un peu contrôlé un peu tout le protocole de sécurité, tu réalises que ce mec, dans la grande salle, la salle est tellement grande que ça se remarque pas, mais ce mec il est en double. C'est exactement pour ça que j'ai fait le check. Ouais. Et donc tu vois qu'il y a un rentrer. gars de la sécurité qui est 2 fois dans la salle, ce qui te paraît quand même assez peu probable. Je me dirige vers celui qui vient d'entrer. Celui qui vient de rentrer, d'accord. Et j'essaie quand même de décrire du coup à Kurt par où est parti le gars. Non mais je t'ai vu sortir, bon je prends le relais. Bam. Ok, toi Kurt, tu prends le relais, c'est-à-dire tu fais quoi? Bah, en gros, je vais tenter de me téléporter dans la direction, dans le couloir que... En gros, je lui ai dit par où est parti le gars. D'accord, ok. Tu vois que du coup tu te téléportes, hein, là t'as pas besoin de faire de jet, il n'y a pas de situation spécialement de crise. Tu arrives dans le couloir extérieur qui dessert la grande salle de séminaire. Tu vois que dans le couloir il y a pratiquement personne. Tu vois qu'effectivement il y a un des gars de la sécurité qui est sorti, qui commence à trottiner vers un des escaliers qui monte comme ça. Tu vois que lui aussi tient son oreillette. D'ailleurs, toi, Storm, t'entends qui dit je vais à l'accès B, je vais essayer de voir si Conroy est en place. Tu vois qu'il se contente de courir comme ça. Kurt, donc tu continues à le suivre, le gars. T'essayes de faire quoi exactement? J'essaie de voir où est-ce qu'il va se rendre et peut-être d'assurer sa sécurité si lui-même n'y parvient pas. D'accord, Ouais. très bien. Voilà, parce que moi je pense qu'en fait quelqu'un avait fait une diversion. C'est ce que je dis d'ailleurs à Kurt dans l'oreillette. Ok. Tu vois que le gars il monte dans l'escalier. Tu vois que en fait une fois qu'il est en haut de l'escalier, il regarde un peu, il a une meilleure vue, un peu plongeante sur tout le hall. Hein. Il est en train d'essayer de chercher quelque chose, tu vois qu'il a l'air de se pencher sur la balustrade comme s'il cherchait quelque chose de planqué, tu sais pas trop. Tu vois que à l'oreillette, il dit à ses collègues non mais je sais pas, il y a abandon de poste, je comprends pas où il a pu passer. En tout cas, soyez vigilants. Tu vois que il dit je vais contrôler les accès en bas, ce sera plus prudent. Tu vois que le gars redescend les escaliers. Wow, Okay. Tu vois que du coup, il vient vers toi. Tu vois qu'il a l'air de vouloir plus ou moins te... Enfin, tu vois qu'il vient vers toi. D'accord. Il te fait signe de la main. Il m'a vu ou pas? Ah bah toi, tu le suivais, donc a priori... Ok. Est-ce que tu as des talents de cover, toi? Attendez, c'est vrai que je le joue un peu naïf, mais si ça se trouve, c'est le cas. Je vais jeter un œil à ma fiche. Alors... T'as expert espion aussi, hein. J'ai expert espion. Et en plus, t'as invisibilité, donc tu peux essayer de faire en sorte qu'il ne te voit pas, effectivement. D'accord, je vais faire ça. Et ensuite, n'hésite pas à revenir à Storm. Ok. Cette confrontation avec Mystique devrait être intéressante. Donc, je te laisse faire un jet. Solo plus distinction plus invisibilité plus expert espion. Toi, Storm, Oui. tu vois que tu es en train d'essayer de converger vers ce gars de la sécurité. Je le quitte pas les yeux. Ouais, bah tu vois que vous partez chacun d'un côté de la salle, donc là vous êtes sur deux axes qui vont finir par se croiser, en gros. Tu vois que lui il est en train de partir tout droit vers la salle du jury, hein, vers la table du jury. J'essaye de l'intercepter en fait. D'accord. Henry, McCoy, Oui. tu vois que toi, tu remarques Ororo qui est en train de fendre la foule, de passer entre les rangées du public. Elle a l'air de venir vers le jury de manière rapide.
Et c'est à ce moment-là que tu remarques qu'il y a un autre personnage, un gars de la sécu, qui est effectivement aussi en train de converger vers le jury. Est-ce que tu fais quelque chose? Si elle vient vers nous, c'est sans doute pour une raison. Et attends, on avait des oreillettes tout à l'heure. Là, on est sorti de la présentation. Oui. Bah là, pour l'instant, c'est une espèce de période de débat entre eux, tu vois. Donc du coup, il a dû entendre ce que je disais à Kurt. Forcément, j'ai remis l'oreillette. Okay. Puisque une fois le discours terminé, avec un petit discours à Moira pour la rassurer sur le fait qu'on a bien assuré, ma préoccupation revient sur la sécurité du Congrès. Ouais, tout à fait. Donc fatalement, je l'ai entendu dire... Qu'est-ce que tu m'as dit d'ailleurs, Storm, dans l'oreille? Du coup, tu as entendu les mêmes informations que je disais à Kurt. C'est qu'il y a eu la brèche de sécurité. J'ai demandé à Kurt de suivre le gars et j'ai décrit par où est-ce qu'il est parti. Tu vois que le gars... Et je vais aussi préciser, faites gaffe, Raven est là. Je vois un double. Ok, donc je comprends que la personne... C'est un garde de sécurité, hein, c'est ça? Ouais, c'est un des vigiles. Tu vois que... Enfin, vous voyez que, en gros, il se stabilise, il arrête d'avancer à peu près une dizaine de mètres du jury. Tu vois qu'il est au niveau des premiers rangs du public. Tu vois qu'il s'est figé là. Il est en train de parler à son oreillette. Du coup, Ororo t'entend parfaitement ce qu'il dit. Il dit, tu vois qu'il envoie un message. Il dit, il y a une jeune femme. Elle a un tailleur beige. Elle porte un chignon blond. Elle est en train de s'approcher du jury par le fond. Cet individu est identifié comme Reine Sororo. Attention, c'est un ancien agent du Shield. Son accréditation n'est pas valable. Il faut l'intercepter. Quand elle dit ça, tu voyais que effectivement, il y a l'air d'avoir une femme que vous auriez pu croire appartenir au staff en fait pas au staff sécurité mais au staff des séminaristes quoi de la commission, qui est en train de marcher discrètement au fond là, presque derrière l'écran, et qui est en train de s'approcher par derrière du jury. Entre Reine Sorora et Reine Ororo, on s'y amène les pinceaux. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? Toi, Reine Sororo, comme ça vous dit rien du tout. Je vais rapidement voir l'autre gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, le gars qui s'arrêtait à 10 mètres du jury. Voilà, en fait, je vais regarder les deux. Comment ils réagissent. Mais moi j'ai terminé la présentation, donc je vais m'occuper de la Reine Sorara. D'accord. Ça se demandait lequel est le vrai. Tu vois que le gars du jury, enfin le gars de la sécurité, pardon, qui s'est arrêté, il est figé, il a l'air de la braquer des yeux. Tu vois qu'il continue de donner des instructions aux autres vigiles. Il est en train de leur dire: il faut l'intercepter avant qu'elle n'accède au jury. Attention, ne faites pas de vagues, il faudrait pas qu'on crée un incident. Et vous voyez qu'effectivement, il y a l'air d'avoir des gars de la sécu qui ont l'air d'approcher plus ou moins en marchant au crabe comme ça au fond de la salle pour essayer de converger vers elle, mais ils ont l'air un peu embêtés, quoi. Ils veulent pas faire un esclandre, en même temps, ils sentent bien qu'il y a une certaine urgence. Dans ce cas, je dis à l'oreillette à Hank. Moi, je vais direct. Direct sur elle. Fais gaffe, les vigiles convergent vers elle. Mais je vais franchement vers elle, tu vois, comme quelqu'un que j'aurais eu une connaissance, que j'aurais reconnu dans la foule et à qui je viens joyeusement dire bonjour et serrer la main. Parce que c'est vrai qu'en fait, toutes ces infos-là, Hank les entend pas, il y a que moi qui ai à l'oreillette de sécurité, mais du coup, je le tiens au courant à fur et à mesure, en fait. Ah bah, tu peux lui transférer les messages, hein, tu peux lui... Ah, on peut lui linker? Tu peux essayer, oui, tu peux faire ça, ouais, à votre niveau technique, c'est possible. Carrément. Ok. Donc, Hank, toi, tu te dégages un peu de ton podium, comme ça, tu fais quelques enjambées vers le jury que tu contournes, et effectivement, tu te retrouves face à cette femme qui te regarde le visage assez tendu, et tu vois que manifestement, elle dit... excusez-moi, elle essaye de t'esquiver pour partir vers le jury. Elle a l'air de se dessiner particulièrement vers les généraux. Alors, anticipant cette réaction, moi j'arrive, mais franco, les bras grands ouverts. Ah, très cher! Quel plaisir de vous rencontrer ici. Tu vois, une manifestation sociale un peu appuyée, qui fait que si elle ne s'arrête pas, ça va franchement être louche pour elle. D'accord, ok. Et une fois arrivé à son contact,
et le salut bien établi, je parle d'une voix peut-être un peu plus faible et qui ne puisse pas être entendue par les autres. Ouais. Madame, il semblerait que la sécurité soit en train de converger vers vous. Il me paraît plus judicieux pour votre sécurité que vous fassiez demi-tour et que vous sortiez d'ici. Sora, n'est-ce pas? Elle dit écoutez, McCoy, j'ignorais que nos avions étaient présentés. Tu vois qu'elle a un regard sur le côté, elle voit qu'effectivement il y a les gars de la sécurité qui sont en train de s'approcher. Vous voyez que votre petit échange a quand même attiré l'attention des membres du jury. Tu vois qu'elle a un espèce de mouvement de la main très rapide. Tu vois qu'il y a une sorte de petite comment ça s'appelle, un petit chips mémoriel, tu vois, une petite carte à puce qui part comme ça, elle l'envoie vers le jury. Est-ce que mes réflexes me permettraient de l'intercepter? Alors, potentiellement. On va voir ça. Donc, tu vois que quand elle envoie elle l'envoie manifestement vers les généraux. Donc, tu vas me faire un petit jet de réflexe. Street Tiger lance un D8 d'affiliation duo, par son tandem avec Storm. Un D8 de distinction créature de la Renaissance, un D10 de réflexe surhumain tiré de son power set mutant bestial, et un D10 de sa spécialité maître acrobate. Face à lui, Ren Sorora lance un D8 d'affiliation solo, un D8 de distinction espion de haut niveau, et un D8 par sa spécialité expert espion. Enfin espionne. Beast l'emporte avec un total de 15, d'au moins 5 points supérieur au total de Ren. Son D10 d'effet devient un D12. D'accord, tu vois que toi, d'un mouvement hyper rapide, tu interceptes cette puce mémorielle là, au moment où elle part de sa main. Même dans ces congrès, on ne peut pas y échapper. Ren Sorora, du coup, elle est complètement interloquée. Tu vois qu'elle lance à la destination des deux généraux. Elle dit ces informations sont tout à fait édifiantes. Vous devez en prendre connaissance. Vous voyez qu'à ce moment-là, il y a les gars de la Sécu qui l'attrapent par les épaules, qui commencent à la tirer en arrière. Venez, vous n'êtes pas accrédité pour venir ici, pour accéder à cette zone. Tu vois, qui commence à l'emmener derrière le rideau, derrière l'écran. Et elle dit Général Foreman, il faut que vous voyez ces informations. Tu vois qu'elle a l'air de tendre la main vers la carte à puce que tu as dans tes énormes pattes bleues. La sécurité l'emmène. De ton côté, Kurt. Elle a bien dit Général Foreman. Hein. Ouais. Le Général Foreman, c'est celui qui est plutôt là pour chercher des projets utiles aux militaires, lui. Hein. Lui, il a une vision sécuritaire de la gestion du problème mutant. On va dire. On a casté Jennifer Connelly pour jouer la Reine Sorora. Vous pensez qu'elle est dans un bon jour là ou... Pardon ? J'essaie de plaisanter en disant qu'on avait casté Jennifer Connelly en Reine Sorora, donc je me demandais s'il était dans un bon jour, si un rôle d'Antago ou d'allié. Peut jouer n'importe quoi. Oui. Kurt, t'as fait quoi ? Oui, entre-temps, moi j'étais figé dans le temps pour tenter d'échapper à ce simple vigile. Enfin, vigile, non, c'est quand même un agent. Et donc, sur mes 2 D8, j'ai fait 4, puis j'ai fait un 3 et un 2 sur mes D6. On ne peut pas briller autant que vous, qu'à mon compagnon. Tu peux me lancer 3 D6 pour le Doompool, s'il te plaît ? Je puis faire cela. 4 et un double 6. Je ne peux pas l'emporter. Donc moi je fais un 12. C'est ça. Ok. Tu vois qu'effectivement, le type de la sécurité te remarque au bord de l'escalier et te dit Monsieur, j'aimerais voir votre accréditation. Tu constates que derrière lui, en haut de l'escalier, il y a un type qui fait à peu près 2m10 et une grosse tignasse rousse qui vient de sortir de la salle, du balcon supérieur. Oui. Tu reconnais Creed, tu reconnais Dents de Sabre. Tu vois qu'il porte une espèce de costume manifestement beaucoup trop petit pour lui, dans lequel il est complètement coincé. Et tu vois que lui, il sort de la salle, tu vois qu'il a l'air d'humer l'air comme ça et braque son regard sur vous deux. Le type de la sécurité, il l'a pas vu du tout. Hein, et il commence à descendre les escaliers. Naturellement. Je déclare, pas de problème monsieur l'agent, je suis en règle. Par contre, le type là-bas, il a l'air quand même sacrément bizarre. Et je pointe du doigt Dents de Sabre. Effectivement, tu vois que lui se retourne, il commence à voir Dents de Sabre qui descend les escaliers d'un pas pesant. Tu vois que le gars, du coup, se désintéresse pas mal de ton cas. Il lance un message dans son oreillette. Ouh là là, effectivement, Creed en vue à l'étage. Tu vois que Creed franchit les 7 marches qu'il sépare de lui d'un petit bond qui surprend quand même pas mal le gars de la sécurité et lui retourne une baffe qu'il fait voler à 3-4 mètres. Je peux rien faire pour l'intercepter.
Je veux dire, à partir du moment où c'est dans le sabre, je me doute que ça va mal se passer. Je pouvais pas l'intercepter. Ah, bah tu peux agir parce que tu penses être le prochain. D'accord, donc là ça a eu lieu, j'ai pas pu l'empêcher. Non, ça a été un peu, un peu rapide. Je te propose de faire un cut et t'occuper d'Ororo, parce que pour le moment, Ororo bulle pas mal. Oui, alors Ororo, toi t'étais braqué sur le vigile là. Tu vois qu'il a pas perdu une miette de ce qui s'est passé de l'échange entre McCoy et Aurora. Tu vois que... non, Ororo, c'est moi. Sorora. Ça va être compliqué. Bah, c'est vrai que quand j'ai créé ce personnage, je pensais pas que quelqu'un jouerait Storm en fait. Tu vois que lui, il a rien perdu du spectacle. Et tu vois que à ce moment-là, il te remarque. Il remarque que toi, tu es en train de le fixer et tu remarques une lueur jaune dans ses yeux. Tu vois que, tu comprends qu'il s'agit de mystique. Hein. Quand les yeux virent au jaune comme ça ne trompe pas. Tu vois que par contre, à ta surprise, il s'avance vers toi d'un pas assez calme. Je le laisse venir. D'accord. Tu vois que alors ce type te parle avec la voix de mystique, ce qui est un peu dérangeant. Tu vois qu'il parle tout bas et tu vois qu'il a coupé son communicateur. Tu vois qu'il dit il ne faut pas que cette puce que vient d'intercepter ton copain bleu arrive dans les mains du jury, ok? Sinon votre présentation n'aura servi à rien. On est du même côté cette fois-ci. Elle pourrait nuire à notre cause? Oh oui. Je pense. Qu'y a-t-il dessus? Elle dit cette Sorora, elle a été mise aux arrêts, elle a été démise de ses fonctions dans le Shield parce qu'elle a des accointances avec un groupe clairement anti-mutant, un groupe qui s'appelle Rempart. C'est une des chevilles ouvrières du mouvement anti-mutant dur. Elle a manifestement puisé dans les bases de données du Shield pour servir ce mouvement. Ce que l'on sait, c'est que Fury l'a mis de côté. Sauf que elle a réussi à partir avec pas mal de bases de données et on pense que sur ce qu'elle est en train d'essayer de faire passer aux membres du jury, il y a toutes sortes d'incointances entre ton copain McCoy, les X-Men et par extension avec mon patron. Je vois. Si le jury fait le lien entre McCoy et Magneto, vous pouvez dire adieu à votre financement. Je vois. Vous commencez à entendre du brouhaha qui vient de l'extérieur de la salle. Vous voyez qu'au fond, dans le public, il y a manifestement comme une espèce de clameur, parce qu'il semblerait que dans le public, on ait remarqué qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je communique à Hank. Il faut surtout pas que le jury ait la puce. J'avais bien compris. Le fait qu'elle veuille le donner à Foreman me laissait fort à penser que les informations n'étaient pas forcément en notre faveur. C'est une agente militante de Rempart. Oh, oui. En effet, c'est sérieux. Bien. Quel est théoriquement le programme de la fin de soirée là? On doit attendre dans la salle le verdict du jury ou on attend simplement la fin des présentations et le jury sera prêt? Oui, voilà. En théorie, votre présentation n'est pas finie. Il y a une partie de, en fait, ils sont en train d'échanger entre membres du jury. Ils sont en train d'étudier votre dossier. Après, normalement, il y a une phase de questions et d'échange avec le jury. Et après, il y a d'autres projets qui sont présentés, etc. Et normalement, la remise des prix, elle est que le lendemain. D'accord. Voilà. Kurt, est-ce que tu m'entends? Kurt, qu'est-ce qui se passe? Les méchants sont là, ils sont très en forme. Donc, je te propose de lancer les dés et en même temps, on va faire le dialogue. Faisons un truc un peu dynamique. C'est ça. Donc, je reviens à Kurt. Donc toi, t'es face à Dent de Sabre, qui manifestement n'a pas tout compris à la stratégie. Faut se décider, c'est Sabre tous, parce que nous, depuis le début, tu nous appelles Storm, Beast, Nightcrawler, et on dirait que la team des affreux, tu les appelles par leur nom français. Je suis perdu, moi. Bon, t'es face à Sabretooth, mais c'est difficile à dire, Sabretooth. Ouais, c'est Sabretooth. Donc tu vois que lui, il vient donc de dégager le vigile qui te contrôlait. Bon solo, non, un des 6, non. Donc c'est un jet de réaction ou un jet pour agir? Bah tu agis. Ah, j'agis. Mes réflexes surhumains me permettent d'agir le premier. Mon but est de téléporter cette menace hors du bâtiment. Le sien est de m'éventrer. Je lance donc un des 6 d'affiliation solo, à regret, un des 8 de distinction épéiste flamboyant, un des 8 de téléportation, tiré de mon power set BAMF,
comme la célèbre onomatopée de Nightcrawler, et enfin un des 10 de spécialité maître acrobate. En face, Sabertooth, c'est vrai que c'est difficile à dire, résiste avec un des 10 de solo, un des 8 de sauvagerie, réflexe amélioré D8 et un D6 du Doompool faute de mieux. Ce dé étant sacrifié en pure perte. Nightcrawler l'emporte avec 14 contre 10 et un D10 d'effet. Tu fais une espèce de triple salto avant, t'atterris dans le dos de Dents de Sabre, tu l'attrapes et tu te téléportes dans un souffle de soufre. T'arrives à plusieurs centaines de mètres de là, dans la rue. Tu le relâches dans une poubelle. Ouais. Sauf que maintenant c'est mon initiative. Tu vois que Dents de Sabre est quand même habitué à te combattre. Oui. Tu vois qu'il se détend tout de suite, il fonce vers toi, toute rage dehors avant que tu aies eu le temps de te téléporter. Moi je tente de bondir sur un parc-mètre. Non, je veux discuter avec lui. Enfin, sur un lampadaire, je veux discuter avec lui. Tu veux te mettre à distance. Ouais. Ok. Bah déjà il va falloir que t'ailles, parce que maintenant c'est lui qui a l'initiative. Ouais. Va déjà falloir que tu évites son attaque. Willy lance un des 10 d'affiliation solo, un des 8 de distinction sauvagerie, un des 8 de force améliorée et un des 10 de spécialité maître combat. Je résiste avec un des 6 de solo, un des 8 d'épéiste flamboyant, un des 8 de réflexe surhumain et enfin un des 10 de maître acrobate. Tenant vraiment à ma peau, je décide de dépenser un story point, obtenant ainsi un D8 de stunt, plaidant avoir moi aussi l'habitude d'affronter Creed. Coup de théâtre, sur nos jets respectifs, l'un de nos dés fait un 1. Il s'agit là d'une opportunité. On s'est alors un peu planté dans les règles, mais j'empoche un story point et Willy un des 6 pour son modeste Doompool. À 15 contre 14, Nightcrawler esquive l'attaque d'un cheveu. Navré si le visuel n'a pas suivi, j'avais oublié de basculer sur le board. Ah bah lui, tu vois qu'il a bondi de la poubelle dans une espèce de tornade de détritus. Il est toute griffe dehors, tu vois qu'il a fait un bond d'à peu près 3 mètres. Il s'abat lourdement sur le sol et tu sens ses griffes qui passent à ras de ta peau. Ok, moi c'est vraiment bullet time quoi, j'ai virevolté au-dessus comme si c'était un 100 en hauteur. Ouais. Je chope un lampadaire au passage par la queue et je me love autour comme un boa avant d'un bond d'atterrir à son sommet et je fais Doudou, on va peut-être discuter d'abord avant de faire des papouilles. Ah, je vais t'étriper, Nightcrawler. Mais pourquoi donc? On peut pas, je sais pas, discuter chiffon, parler du bon vieux temps. Bon vieux temps, j'ai pas souvenir de bon vieux temps et toi, grenouille de bénitier. Oh, depuis le temps qu'on se court après, ça crée des liens. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Tu vois que lui, il est en train d'essayer de soulever la benne à ordures. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang? Je te fais un joli berceau. J'aime beaucoup. Que a-t-on pour passer auprès des autres? Bon, vous êtes en train de vous engueuler. On repasse dans la grande salle. Ouais. Donc, je fais un petit résumé là. Donc, il y a Storm, t'es à côté du gars t'es à côté de Mystique qui a gardé l'apparence du type de la sécurité. Ouais. À une dizaine de mètres de là, il y a tout le jury qui s'est retourné pour regarder Hank McCoy et regarder les gars de la sécurité qui sont en train d'emmener Ren Sorora qui protestent. Tu vois que vous voyez que les gens de la sécurité ont entendu quand même les échanges et ont entendu ce que hurlait Ren Sorora. Du coup, ils sont un petit peu perplexes. Tu vois d'ailleurs le député Stamlis qui t'interpelle et dit: Monsieur McCoy, que voulait cette femme? De quelle information parle-t-elle? Ça m'intéresse de savoir ce qu'elle a à dire. Vous me voyez aussi surpris que vous, général? Pas le général, hein, c'est Sam Stamlis, c'est le député. Ah oui, d'accord. Vous me voyez aussi surpris que vous, monsieur le député? Il y a un moyen que je puisse arriver jusqu'à Hank pendant qu'il est en train de parler et que oui. je lui prends discrètement, style pickpocket, la puce des mains pour pas que les autres voient que je l'ai. Tout à fait, c'est du crime ça. Je crois que tu as la compétence là. Parce que si eux ils ont grillé que lui il a pris la puce, si jamais ils arrivent à le fouiller par exemple ou essayer de le lui reprendre, elle sera sur moi. Tu me connais bien, mais ils y arriveront pas. Tu es effectivement expert en crime. Tu peux tenter un truc comme ça. Ok. Ceci dit, c'est une action en duo, puisque mon but c'est aussi de lui faire passer la carte discrètement. Non, elle veut faire ça en solo. Je t'assure, c'est pas une bonne idée. Non mais à la limite vous pouvez même intervertir avec une autre puce, tu vois, une autre clé USB ou tout autre équipement qui ressemble à peu près à ce genre de choses. Ouais, Et ben voilà. vu que je suis un peu Madame Gadget, je pense que je dois avoir ça sur moi. Ouais, ok. T'échanges Donc, Avec la M. playlist Pokora. de Taylor Swift. Ah, voilà. Excellent.
Donc tu t'approches. Écoute Taylor Swift. Pourquoi pas? Donc, Tu t'approches de Hank. Tu vois que les gars de la sécurité sont un peu, sont surtout centrés autour de Rens Aurora là, donc ils l'ont emmené. Tu vois que personne n'a l'air d'intervenir quand tu t'approches du jury, il n'y a pas de problème. Surtout que comme Hank te connaît, ils n'ont pas de raison de se méfier. Oui, et puis je pense que je passe pas tellement inaperçu non plus. Enfin, je veux dire, je ressemble peut-être pas à une bête, mais. Ouais. Non, mais tu vois que... Ils doivent quand même savoir qui je suis, je pense, à la longue. C'est les cheveux blancs qui trahissent. Ouais. Tu vas me faire un petit jet de crime, du coup. Vous connaissez la chanson. Cast lance un des 6 d'affiliation du haut, un des 8 de distinction femme de tête et un des 8 de sa spécialité expert crime. Par mesure de précaution, un plot point est sacrifié pour donner un simple des 6 de push. Et à ce stade de voix off, je me dis que mon D8 de stunt était usurpé. En effet, si l'usage le plus simple d'un story point est le bénéfice d'un D6 appelé push, si on fait un usage particulièrement inventif d'une spécialité ou d'un pouvoir, on peut espérer obtenir un D8 appelé stunt. Mais mon esquive précédente n'avait rien de tout cela. Ça n'a plus grande importance à ce stade. Bref, les pauvres 3D6 du Doompool n'ont pas dit leur dernier mot. Égalité à 12, mais comme l'attaquant a la priorité, ça passe. Avec un effet D6 que Willy juge suffisant. Effectivement, Hank, tu te retrouves avec une espèce de mini clé USB pleine de chansons de Taylor Swift dans la main. Tu vois que le général Foreman a dit est-ce qu'il y a là des informations qui seraient apportées à notre connaissance, professeur McCoy? Écoutez, je ne pense pas. Avez-vous il faudrait peut-être interroger cette jeune femme. Tu vois que y a un type de la sécurité qui vient lui parler à l'oreille. Il dit bon, nous verrons cela plus tard. Reprenez place, professeur McCoy. Nous avons quelques questions à vous poser quant au projet. Je suis entièrement à votre disposition, dis-je avec une petite révérence. D'accord. Bien, tu vois qu'ils commencent à préparer un peu leurs questions. Tu vois que pendant ce temps-là, Storm, tu vois que Mystique, enfin le type de la sécurité, Ouais. A disparu. À ton avis, il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre, tu ne le vois plus dans la salle. D'accord. Tu constates que manifestement Kurt est hors de portée d'oreillette. Ah, Ça serait bien d'aller vérifier où il est. ouais. Du coup, je me dirige vers là où je devine la dernière endroit où il était. Bah, tu sais que toi, tu l'avais envoyé dans le couloir extérieur, dans le hall, en fait, devant la salle de séminaire. Ouais. Après, il y a aussi le fait que tu as l'original, la clé, il y aurait peut-être pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas à quel point c'est nocif, mais peut-être que tu pourrais t'assurer de ce qu'il y a dessus, voir vraiment si elle est si nuisible que ça, parce qu'après tout, se fier à Mystique. Ouais, je vais vérifier tant que je peux. Ouais, c'est-à-dire tu mets ta clé dans ton téléphone pour voir ce que c'est. Carrément dans le téléphone. Bah oui. Je cherche un endroit vraiment sécurisé d'abord. D'accord. Ou Quinjet, t'as pas un ordinateur à bord? Oui, mais il est peut-être pas garé à côté. Ouais, il est pas garé. Ouais, moi je pensais plus à un truc genre placard à balai où personne ne me voit entrer dedans. D'accord. Bah, tu vois déjà. Personne ne pense me trouver. D'accord. De toute façon, quand tu ressors dans le hall, toi, parce que quand même t'étais parti voir où était Kurt, si j'ai bien compris, au passage. Tu vois que dans le hall, il n'y a pas un chat. Par contre, enfin si, il y a un chat, il y a un type de la sécurité qui est sur le carrelage, qui prend le frais. Je regarde à quoi ressemble le type, parce que probablement. Ouais, non, c'est pas le même. Hein. C'est pas celui dont Mystique avait pris l'apparence. C'est un autre, manifestement plus jeune, manifestement avec une grosse commotion à la tête. C'est celui qui s'est pris une baffe par dent de sabre. D'accord. Donc lui, il est toujours inconscient là. Tu sens une odeur de soufre dans l'air. Il y a donc très ça, c'est certainement Kurt qui s'est téléporté. Ouais. Mais par contre, tu ne le vois pas là. Le problème de la téléportation, c'est que j'ai aucune idée de comment le pister en fait. Ouais. On n'a pas de GPS sur Alors, nous, par rien contre, qui permet. Par contre, depuis le hall, t'entends son signe, tu captes son signal qui est assez faible, mais tu penses qu'il est pas si loin que ça en fait. Ah, d'accord. Du coup, je continue à avancer dans la direction qui m'a permis d'entrer dans la zone. Ouais. Parce que je me dis que voilà. Ça a l'air d'être à l'extérieur de l'hôtel par contre. Ouais, allez go. Tu vas vers l'extérieur de l'hôtel? Ouais. Ok, d'accord. Parce que je suppose que si jamais il a quitté la zone, c'est que il y a des raisons quand même.
D'accord. Donc il peut être dans les soucis. Ok. Bah toi, quand tu commences à sortir de l'hôtel, tu vois qu'il fait jour, hein, tu commences à voir des gars de la sécurité qui sont devant le portail, etc. Pas devant le hall de l'hôtel. Hein. Au niveau des portes à tourniquets, etc. Tu repasses les détecteurs de métal, toutes les sécurités qu'ils ont mis en place. Tu arrives sur le parking extérieur de l'hôtel et tu commences à entendre la voix de Kurt qui dit mais enfin, quand même, on a vécu des choses ensemble. Enfin, tu t'entends tout son échange avec Dansa. Je te laisse là, je repars vers Hank. Ok. Donc Hank, tu vois que après s'être concerté un petit moment, les membres du jury, tu vois que le sénateur Orland, dit votre projet a l'air d'être très étayé. Vous êtes manifestement tous deux des scientifiques tout à fait qualifiés. Ce que j'ai du mal à évaluer personnellement, c'est le temps nécessaire à votre projet avant que ce ne soit quelque chose de rentable. Toutes ces recherches, toutes ces thèses, tous ces développements, ça peut prendre un temps infini. La commission sécurité attend des résultats rapides. Vous avez tout à fait raison. Je partage là-dessus entièrement votre opinion. Notre but est, nous aussi, d'obtenir des résultats le plus rapides possible, car plus vite nos recherches aboutiront, plus nous pourrons sauver de vies grâce à nos recherches. Excusez-moi, tu vois que c'est Stanlis, le député. Vous devez vous être trompé, ici c'est la commission sécurité, c'est pas la commission médicale. Si vous vouliez ouvrir des hôpitaux pour les mutants, il fallait peut-être venir à l'autre commission. Député Stanlis, vous comprendrez aisément le rapport qu'il peut y avoir entre la sécurité et sauver des vies. La sécurité, c'est justement mettre à l'abri du danger des vies. Et c'est bien de cela que nous parlons ici, monsieur le député. Oui, alors vous m'excuserez, mais quand je vois un mutant qui tord un pont et qui fait sombrer deux douzaines de civils dans leur voiture dans la rivière Hudson, le danger, je le vois pas tellement du côté des civils, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas en soignant ce genre d'individu que vous allez mettre les gens en sécurité. Monsieur le député, vous utilisez le terme civil. Penseriez-vous donc que les mutants seraient obligatoirement en dehors de la catégorie de civils, comme vous les appelez? Ce sont des citoyens américains comme les autres. Peut-être, mais il y a des gens qui sont armés et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça que je voulais dire. Et pour moi, quelqu'un qui peut lancer des rayons par ses yeux ou transformer une voiture en boule de pétanque, il est perpétuellement armé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si quelqu'un se promenait avec un bazooka dans une crèche. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas ce que les Américains font déjà. Mais je vous rappelle que le second amendement de notre Constitution permettrait déjà ce genre de choses. Ah oui. Non. Estimeriez-vous que nos pères fondateurs auraient eu tort de mettre cet amendement en place? Il me semble qu'il est très populaire. Dis-je, en jetant un petit coup d'œil du côté des deux généraux. Tu peux me faire une petite attaque là, c'est quand même pas mal. Joli, c'est très beau. Street Tiger lance un des 6 d'affiliation solo, un des 8 de distinction, le type le plus intelligent à la ronde, et un des 12 de crédibilité scientifique. Ce même des 12 qu'il a gagné tantôt. Étrangement, aucune spécialité ne s'applique ici. Encore moins un pouvoir. Sam Stanlis résiste avec 2d8. N'ayant pas eu sa fiche sous les yeux, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça devait ressembler à sénateur pénible. Sur le jet de Willy, l'un des dés donne un 1. À nouveau, par erreur, il gratifie Street Tiger d'un plot point. En vérité, by the book, lorsque le meneur nommé Watcher obtient un 1 sur l'un de ses dés, il offre au joueur l'opportunité, pour un plot point, d'obtenir différents effets de boost, ou l'activation de capacités spéciales propres au personnage. Vous voici au parfum. En revanche, nous avons bien respecté la règle qui dit qu'une opportunité ne peut être comptée dans un total. Ainsi, Stanlis se retrouve avec un 7 face au 8 de Beast, et son dé d'effet de 12, le maximum possible. Tu l'exploses. On va faire ça. Comme ça, tu lui fous un effet psychique à D12 dans la tronche et tu le sèches.
Il va rentrer chez lui, il va démissionner, quoi. Ouais. Non, mais D12, quoi. Non, mais D12, oui, il aime pas ça. J'en la Bon, tête. Voilà. D12, il est out. Il s'écroule, tu sais. Tu ne le sais Ok. pas encore, mais tu es déjà mort au niveau crédibilité. Oh, il s'écroule. Tu vois que, effectivement, tu le vois se tasser sur son fauteuil. Tu le vois se tasser sur son fauteuil. Derrière, t'as le général Foreman qui dit pour revenir à votre protocole de recherche. Je crois que ce qu'a voulu dire le sénateur Orland, c'est que j'ai du mal à faire le lien avec une exploitation de vos recherches. Objectivement, comment voyez-vous quel peut être l'apport direct en termes de sécurité par rapport aux questions génétiques? Il y a eu plusieurs cas avérés de jeunes mutants dont les pouvoirs se sont manifestés de manière explosive. Je ne citerai qu'un exemple très connu de mon collègue Scott Summers, dont l'apparition des pouvoirs a causé des destructions incommensurables. Si nos recherches peuvent permettre de prédire le moment où les pouvoirs d'un jeune mutant vont se révéler, pensez à tout ce que ça implique en termes de sécurité. Vous entendez une voix qui se lève parmi les spectateurs. D'ailleurs, vous voyez que tout le monde se retourne un peu à ce moment-là. Vous entendez quelqu'un qui crie justement, le projet Locke pourrait répondre de manière beaucoup plus efficace à ce genre de problème. Vous voyez que du public, il y a un personnage qui est en train de s'avancer. Il est en train de s'avancer sur un fauteuil pour handicapés, un fauteuil motorisé en fait. Il a l'air d'être paraplégique, hein. C'est le professeur Cockrum qui est en train de s'avancer. Il dit excusez-moi, professeur McCoy. Enfin, peut-être puis-je vous appeler Fauve, c'est ainsi qu'on vous nomme dans vos cercles, n'est-ce pas? Peut-être, mais en ce moment, nous sommes dans un cercle scientifique. Dr McCoy suffira, professeur. Oui. Votre projet est un projet de recherche, c'est la recherche fondamentale. Vous êtes en train de mentir à ces gens en leur promettant des retombées potentielles de vos recherches dans un délai court. Je n'ai jamais parlé de retombées, professeur. J'ai parlé de conséquences. Ce n'est pas la même chose. Je n'envisage pas la question mutante comme une question économique, comme une question militaire ou comme une question rentable. Pourtant, je crois qu'au contraire, la question mutante, moi je la considère comme une question d'urgence. Une question à laquelle si on ne répond pas dans les années qui viennent, alors ce sera fini de l'humanité telle que nous l'avons connue. Voilà le véritable angle sous lequel il faut envisager cette commission et le financement des projets. Mon projet apporte une réponse de survie. Je propose qu'on arrête là pour cette scène-là et qu'on revienne à nos camarades. Oui. Vache. Donc, Nightcrawler, toi t'es toujours sur ton lampadaire. Je me prends un cercueil d'acier. Tu vois que... ouais, voilà. Tu vois qu'il y a une espèce d'énorme benne à ordures qui vole vers toi. Bon, tu l'esquives, hein, c'est pas tellement le problème. Tu vois que tu vas avoir quand même du mal à tenir ces 150 kilos de haine à distance bien longtemps. Tu vois que une fois que la benne à ordures a été fracassée 10 mètres plus loin en défonçant une voiture, lui il est en train de foncer vers le lampadaire sur lequel tu es perché. Tu sens que quand il le percute, le lampadaire est déraciné directement. Non mais je vais passer à un autre. Alors le but de Kurt, c'est de jouer la montre, vraiment, bon, qui s'épuise un peu, et causer, réussir à arracher des vérités. Et en méta, évidemment, officieusement, que Storm me rejoigne serait pas mal non plus. D'accord. Alors, tu vois que lui, il va te réattaquer. Hein. Parce que moi, je n'attaque pas, c'est ça? Bah, à moins que tu veuilles l'attaquer. Pas envie de téléporter ailleurs, téléporter en l'air. Non, je joue la montre. C'est pas grave si j'agis après, du coup. D'accord. Ouais, je vais continuer à me défendre et tout mettre là-dedans d'ailleurs. Donc, vas-y, fais ton pool de dés. Inutile de détailler cette escarmouche-ci, elle est quasi identique à ma précédente esquive.
et je sauve Makwan. Cependant, gardez à l'esprit que Marvel Heroic Roleplaying mécanise aussi certains types d'interactions sociales. Si j'en avais exprimé l'intention, j'aurais pu tenter de l'attaquer moralement, le vaincre sur le plan psychologique, le lasser plus ou moins directement de cet affrontement. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Largement, tu vois que ces attaques n'ont aucune chance de te toucher. Donc en gros, de il vient de t'inquiéter. fendre le lampadaire sur lequel je reposais, mais naturellement je n'y suis plus. Voilà. J'adhère au mur moi ou pas par défaut. Pardon Oui, tu... Écoute mon grand là, ça sert pas à grand chose ce que tu fais, ça doit faire mal quand ça touche, je nie pas, mais là tout de suite ça te réussit pas, donc si on pourrait pas discuter, qu'est-ce que vous faites là? Quel est le problème? Pourquoi tu veux me casser la bouche? Je me souviens plus, mais tu vas y goûter, sois-en sûr. Ororo, toi t'es en train de courir à travers le parking, t'as entendu les beuglements, tu vois de loin cette masse de dents de sabre faire un bond d'une douzaine de mètres comme ça, se jeter sur un lampadaire, l'arracher du sol et essayer de frapper Kurt qui lui virevolte d'une façade à une autre, tout en discutant. Enfin, tu vois que Kurt a l'air de contrôler plus ou moins la situation, hein, t'as l'impression. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors le temps devient particulièrement nuageux. Ouais. J'essaie de concentrer suffisamment d'ozone dans la zone Ouais. pour Ça commence à purifier crépiter. un peu les poils de Sabertooth. Ouais. Fauve, voilà. Ouais, non, pas fauve, c'est pas tous. Ouais. Et donc du coup, je m'approche calmement et de manière très ferme, je dis Victor, pose ça. J'avais discuté avec Raven. Tu devrais te calmer. On est du même côté sur ce coup. J'ai pas de côté avec vous autres, les X-Men. Plutôt crever. En attendant, ce qu'on fait ici, ça sert nos causes à tous les deux. Tu ferais bien d'écouter la dame. Tu entends une voix qui vient d'en haut et tu vois que le lampadaire que tient Victor Creed fait une sorte de flot. Tout d'un coup, il se tord, fait une sorte de boucle et vous sentez les vibrations comme ça du magnétisme qui ont l'air de saisir dans le sabre de stupeur, quoi. Tu m'étonnes. Tu vois que toi, bah, tu le vois descendre de la façade, Magnéto, et vous voyez que tout d'un coup, vous avez l'impression que Dent de Sabre fait 10 cm de moins. Il est en train de se tasser un peu comme ça. Tu vois qu'elle dit, vous excuserez mon ami Creed, Madame Ororo, son tempérament le dépasse bien souvent. Mais vous avez raison, cette fois-ci nous sommes du même bord. Je regrette que les choses soient un peu tendues entre nous, mais pour l'occasion, je crois que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Tu vois que Dansa dit Ouais, ils m'ont attaqué. Belle parole, maître, mais en attendant, c'est quand même cette espèce de singe qui s'est jeté sur moi. Ouais, tout ça c'est du vent, t'as défoncé le vigile, et il était de dos en plus, grande classe. Et ils ont cramé le crapaud. La sorcière là, elle l'a foudroyé cette nuit. Mais c'est je sais tout cela. Vous avez tellement de délicatesse et tellement de subtilité que le contraire aurait été difficile à admettre. A few moments later. J'ai à cœur que le projet de Hank soit financé. En tout cas, j'ai surtout à cœur que le projet du groupe Rempart, lui, ne puisse pas accéder à une bourse. Vous parlez de Locke? Ouais, ce Goldvine est vraiment un individu détestable. Il est derrière une organisation nauséabonde. Si Sorora fait partie de Rempart également, est-ce que Goldwyn ne risque pas d'avoir exactement les mêmes fichiers que ce qu'elle essayait de passer? Si, bien sûr. Alors, c'est un risque. Après, je pense que leur lien n'était pas si direct. Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas des rapports d'amitié et de confiance avec le Shield et avec Fury. Mon niveau d'information est partiel dans cette affaire. Je sais qu'elle a des accointances avec le groupe Rempart. Je ne sais pas si Goldvine est à la tête de ce groupe. Je sais qu'il a lui-même des liens avec ce groupe. Je sais qu'ils ont une convergence d'intérêts, mais je ne sais pas si elle a partagé toutes ces données avec lui. Je ne l'espère pas. Qu'en est-il de Foreman? Foreman, c'est un militaire avec tout ce que ça implique d'idéologie. Il pense que il faut être préparé, prêt à prendre les armes
Et je pense qu'il a tendance à voir tout conflit comme inévitablement armé et générateur de violence. En cela, nous pouvons avoir des convergences d'opinion. Toutefois, dans ses moyens, je ne sais pas. C'est un militaire, il est formé, il a quand même une certaine réserve. Enfin, en tout cas, j'aurais beaucoup plus confiance en Finn Marten qu'en lui. Je ne connais pas trop les autres, je sais juste que Stanley, si je pouvais faire une petite boule de fer de toutes les particules de métaux qui circulent dans son sang et aller la loger quelque part dans son cortex, je le ferais. Voyons, Eric, et en faire un martyr. Non, non, un martyr, allons. Un légume, ce serait bien suffisant. Les médecins trouveront. Peut-être. Bon, écoutez, je sais que de toute façon, quand on en vient aux méthodes, nous aurons toujours des divergences avec les élèves de Charles et moi. Bon. Je suis ravie de savoir que pour une fois, on est du même côté. En tout cas, faites en sorte que ces fichiers n'accèdent pas aux membres du jury et faites en sorte de garder un œil sur ce Goldvine et ce Cochrome tant que vous les avez sous la main. Je ferai attention. Bien. Je vais emmener Victor tant qu'il est calme. Alors, vous constatez qu'en fait, il est pas calme du tout. Il a l'air de s'agiter, mais comme si il était plus en mesure de parler en fait. Qu'est-ce que vous faites vous? Il décampe du coup. Il part de tu vois que ouais voilà, vous voyez que il l'évite avec dents de sabre à sa suite comme s'il ne pesait rien, et vous voyez que il disparaissent au sommet de l'immeuble. Vous êtes un petit peu au milieu d'un champ de bataille entre parenthèses, hein, parce qu'il y a quand même une énorme benne à ordures qui est encastrée dans une voiture et 2 pylônes déracinés au milieu de la rue. Hein. Il y a un petit peu des badauds qui commencent à former une sorte de cordon de curieux autour de vous. Je suggère à Kurt de foutre le camp en vitesse. Ok, on fait ça comment? Moi en tout cas je me suis fait petit pendant toute la conversation, comme vous avez pu en juger, mais dès l'instant où il décampe, je me retourne vers Oro et je fais « Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Depuis quand c'est des potes? C'est quoi cette histoire d'infos et tout de... » On n'est pas des potes, mais on est tous des mutants. Ouais mais bon, je veux dire, mes camarades mutants, c'est pas forcément de me rosser. T'es qui me voit? Je vais mettre la moitié à vue dans de sabre. Ouais mais ça c'est dans de sabre. Ça m'étonne toujours que Eric l'envoie sur le terrain, justement pendant les moments où il faudrait qu'il se fasse discret sur l'opinion publique. Mais t'y crois cette histoire du coup? Laquelle? Tout ce qu'il vous a raconté là. Le fait que Eric ne veut pas que le projet Locke voit le jour, ou que Rampart gagne une force armée de plus. Ça c'est clair, mais oui, je veux dire, le fait que Hank soit un X-Men, c'est pas un scoop, non? Oui, quel rapport? Dans l'opinion publique, c'est pas forcément... D'accord. Mais je veux dire, en même temps, tu connais Hank. Je veux dire, si jamais on lui pose la question, il bomberait le torse en déclarant la vérité. Enfin, tu connais le personnage, donc il serait vraiment... Nous connaissons les personnages, et nous sommes mutants. Nous l'acceptons tant qu'il est, parce que nous savons ce que ça représente. Mais les gens, ils voient ce qu'ils veulent voir, et la plupart des humains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, même sans l'intervention des... Attends, comment s'appelle la confrérie? C'est la confrérie de Magneto, ça s'appelle... Rampart? Non, la confrérie des mauvais mutants. Même sans l'intervention de la confrérie des mauvais mutants ou de Rampart, ça se trouve, ils vont se contenter de valider le projet Locke. Justement, il faudrait maintenant qu'on essaye de réparer les dégâts qui ont été faits ici et qu'on essaye de calmer un peu les esprits qui s'échauffent déjà. Ça va être difficile à faire pencher la balance de notre côté. Peut-être que Hank pourrait y faire quelque chose. Comme tu as dit, il a tendance à passer pour un grand géant au cœur gentil. Pendant ce temps-là, dans la salle de séminaire, l'ambiance est pour le moins tendue. Depuis que le fauteuil automatisé du professeur Cochrome, en fait Goldvine, c'est Cochrome qui est en fauteuil roulant, je me suis trompé tout à l'heure. C'est avancé, a commencé à vous invectiver. Tu vois que il y a un grand silence qui s'est installé et justement, le fauteuil du professeur Cochrome est en train de tourner comme ça vers les membres du jury et lui leur dit c'est quand même une tromperie intellectuelle d'essayer de vous vendre que grâce à ces recherches, on puisse réduire les effets négatifs pour les pauvres mutants que leurs mutations peuvent causer. Alors que le plus simple, c'est quand même ce que je propose moi, de tout simplement inhiber ses capacités inhumaines et contre nature. Dès le départ, le projet Locke simplifiera la gestion mutante parce qu'il n'y aura plus de mutants.
tout simplement. Le rire. Ah oui, alors le rire, oui, c'est un super argument. Moi, Alors, bon, je ne vais pas insister sur le fait que c'était quand même à moi de parler et qu'il est intervenu alors que c'était à mon tour de répondre aux questions des sénateurs. Je ne vais pas le faire en replay non plus parce que mes capacités d'orateur diminuent au fur et à mesure que la soirée avance. Je vais donc reprendre la parole, m'adresser à la fois au professeur Cockrum et aux membres du jury, et leur exposer comment déjà le projet du professeur Cockrum dénote simplement une incapacité à s'adapter au changement. L'humanité change, l'humanité évolue. Ce qu'on appelle contre-nature n'est que l'évolution des mœurs ou de la génétique ou de l'évolution humaine. Que le projet du professeur Cockrum, tout ce qu'il va réussir à faire, c'est instaurer une relation de haine, de peur et de rejet envers les populations. Je vais gagner un bon point Godwin en faisant référence à ce qui a pu se passer dans les années 30 dans certains pays européens. Et je vais exposer que, au contraire, le projet que nous défendons, Moira et moi, vise simplement à améliorer la compréhension à la fois des mutants, mais également à la fois de ceux qui ne le sont pas. Les mutants sont des êtres humains aussi. Le fait qu'ils soient mutants ne les exclut pas de la race humaine. Ce sont simplement des êtres différents, comme quelqu'un qui aurait une peau d'une couleur différente pourrait l'être. J'ai une fourrure bleue, mais voilà, c'est la même différence qu'il pourrait y avoir si ma peau était noire. Notre but est de faire en sorte que les gens comprennent pour éviter justement la connaissance enlève la peur. Et c'est de la peur que vient la violence, c'est de la peur que vient l'agressivité, c'est de la peur que vient le conflit. Voilà. En essence, mon discours va tourner sur ces arguments-là. D'accord. Tu vois que tu fais effectivement un discours, un beau discours. Tu vois que, d'ailleurs, dans la salle, il y a une espèce de silence qui s'installe. Tu vois qu'à la fin de ton discours, le sénateur Roswick dit merci pour ces paroles très inspirantes, professeur McCoy, qui nous rappelle que notre travail ici, dans cette commission, n'est pas qu'une gestion des conflits, mais c'est aussi une gestion du rassemblement. Voilà. Tu vois que, par contre, Cockrum bouillait de rage sur son fauteuil. Tu vois que quand le sénateur Roswick a fini de parler, il dit « Très bien, très bien ! Votre inconséquence est manifeste, messieurs, dames. Vos beaux discours, vos belles idées seront de peu de recours contre ces monstres. Auront achevé leur domination, alors les survivants sauront que seul rempart s'est dressé devant la menace mutante. Contemplez la bombe bloc. Tu vois qu'il tape sur son fauteuil roulant. Il y a une espèce d'onde magnétique, enfin une espèce d'onde étrange qui sort de sous ses jambes, de là où il est assis. Tu vois que toi, tous tes poils bleus disparaissent, tu te retrouves tout à coup comme un humain dans un costume trop grand, tes pieds, tu te retrouves à chausser du 42, ça t'était pas arrivé depuis que t'avais 6 ans. Tu vois que tout le monde est complètement stupéfait de voir le changement qui s'est opéré en toi. Tu vois que cette espèce d'onde magnétique a parcouru toute la salle comme ça. Et que tout d'un coup, tu commences à voir le professeur Cockrum sur son fauteuil. Tu commences à voir son front qui devient prognate comme ça. Son visage qui commence à se remplir de poils. Et tu vois que tout autour de toi, tous les humains, les homo sapiens de la salle commencent à subir la même mutation, quoi. Tous commencent une petite désévolution. Tous commencent à complètement régresser en termes génétiques, à commencer à prendre des postures complètement simiesques. Et tu vois que chez certains, ça se traduit par un comportement qui devient très très vite assez violent, quoi. Tu vois la panique dans les regards. Tu commences à voir des hommes singes tout autour de toi, en fait. Certains commencent à arracher leurs vêtements, certains commencent à hurler. Tu vois que la salle est en train de sombrer dans un espèce de chaos complètement hallucinant. Cockrum est devenu une espèce de gorille sur son fauteuil.
vous à l'extérieur, vous êtes en train de revenir tranquillement vers le séminaire. Hein, vous avez traversé tout le parking. Vous commencez à voir des gens qui refluent hors de l'hôtel McKinley en courant, tous complètement paniqués. Et vous commencez à en voir certains. Vous commencez à voir des hommes de Cro-Magnon quoi, qui commencent à sortir de l'hôtel. Vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Il y a un moyen de les juguler pour pas qu'ils sortent. Ouais, éventuellement. C'est-à-dire évacuer les civils normaux, ok? Ouais. Mais par contre, tous ceux qui se sont chargés en homo sapiens, enfin un Cro-Magnon, ouais. de les faire rester à l'intérieur. De les contenir à l'intérieur. Alors c'est possible, mais un humain pourrait pas le faire. Alors peut-être parce que tu es en train de nous dire que nous aussi on a été affectés par le... Ah non, pas vous. Vous étiez à l'extérieur. Kurt, tu peux t'occuper s'il te plaît de ceux que je n'arrive pas à attraper? Ouais. Téléporte-les à l'intérieur. Ok. Bamf, 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 bamf. Et moi j'essaye, s'ils ont gardé les réflexes animaux plutôt, ouais. Moi je vais essayer de leur faire peur avec des éclats de tonnerre pour qu'ils fassent demi-tour. Ok, d'accord, très bien. Donc t'essayes de les contenir par une espèce de cage de foudre en fait. Ouais. Ok. Et pendant que Kurt lui essaye de prendre ceux qui sont un peu éparses ouais. et tous les téléporter à l'intérieur. Très bien, vous allez me faire tous les deux des jets. Donc... Kat lance un des 6 d'affiliation duo, un des 8 de distinction femme de tête, un des 10 de foudre tiré de son power set déesse de l'orage, et un des 8 de sa spécialité expert psyché. De mon côté, je lance un des 10 d'affiliation duo, un des 8 de distinction dévo, un des 8 de téléportation tiré de mon power set BAMF, et enfin un des 10 de spécialité maître acrobate. Face à nous, 3 des 6 pour représenter les MOOC, pour reprendre la formule de Feng Shui. Willy avouera plus tard au débrief avoir un rien simplifié les choses pour achever la partie dans les temps. Statistiquement, nous avions peu de chances d'échouer. Et cela malgré un total de 12 de l'opposition, soit son maximum. L'un des dés faisant un 1. Nous héritons tous deux d'un plot point, ce qui, comme vous le rappelez, est une erreur. Avec 2 des 10 d'effets dans les dents, et un des 8 d'effets additionnels suite à la dépense d'un plot point, l'affaire est rondement menée. Déjà, il y a une espèce de pétarade de téléportation, hein. Il y a une succession de téléportations. Toi, tu les fais réapparaître au fur et à mesure à l'intérieur du grand hall de l'hôtel. Il fait carrément nuit, on est en plein après-midi, mais là il fait nuit. Hein. Il y a un ciel d'orage déchaîné. Vous voyez que les hommes singes refluent vers l'intérieur de l'hôtel, terrorisés par la foudre qui crépite dans les portes à tourniquet. Et puis tous les deux, vous rentrez dans le hall. Vous voyez que les singes sont apeurés et vont se cacher un peu partout où ils peuvent, quoi. Vous voyez que, entre parenthèses, ces hommes dévolués, ça ressemble à des espèces, ouais, entre le singe et l'homme Cro-Magnon. Certains portent encore les restes de leurs vêtements, c'est assez étrange. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble? Allons découvrir. Hank, tu as gagné un PowerPoint parce que ta mutation, ta limite mutant a été utilisée contre toi. Je m'attendais pas à ce que ce cas de figure arrive. Donc je te le rajoute. Hein. Hop. J'essaie aussi de voir si jamais il y a des gens, des civils qui ne sont pas affectés par la chose, qui sont à l'intérieur du bâtiment après que j'ai scellé les portes. Je vais demander à Kurt de les évacuer à l'extérieur. Tout ceci était compris dans le pack. Voilà, donc quand en fait tu fais le tri. Les bons à l'extérieur, les affectés à l'intérieur. Ok, très bien. Donc vous commencez à faire le tri comme ça, effectivement, vous voyez des gens, notamment du personnel de l'hôtel qui étaient à l'extérieur de la salle du séminaire, qui eux n'ont pas été touchés par l'onde de la bombe lock, qui sont restés humains, quoi, qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Vous voyez que la plupart des singes sont terrorisés par les éclairs et la foudre qui crépite autour de vous. Par contre, une fois à l'intérieur du bâtiment, une fois que le truc est scellé, j'enlève le truc justement pour ne pas les énerver alors qu'ils sont déjà dans le confinement. D'accord. Tu vois que par contre, eux, naturellement, ils sont spontanément, comme ils sont effrayés, ils sont un peu spontanément un peu agressifs. Hein. Mais ils restent quand même à distance parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe non plus en fait. Ok. Donc vous essayez de sécuriser à peu près ce qui peut l'être, notamment les civils qui eux peuvent être éventuellement menacés justement par ces hommes désévolués. À l'intérieur de la salle du séminaire, par contre, c'est un petit peu la panique totale. Hank, toi t'es redevenu humain. Il faut que tu profites d'une opportunité pour pouvoir redevenir mutant en fait.
Alors, oui, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que Moira a désévolué? Oui, d'accord. complètement. Donc, tu considères qu'elle n'est pas une mutante? Non, enfin, c'est un chaos indescriptif dans cette salle. Hein. T'imagines, il y a une grosse centaine d'hommes singes et de femmes singes qui sautent sur les tables, sont en train d'éventrer les fauteuils, se battent entre eux, se pendent au balcon. Enfin, c'est vraiment le chaos complet. Il y a une chose qui n'est pas de ma mutation, c'est mon intelligence, et c'est celle que je vais utiliser. Ce que je voudrais faire, c'est me précipiter vers la chaise roulante, puisque c'est manifestement la source de cette onde désévolutrice. Tu vois qu'effectivement, toutes les 3-4 secondes, il y a une nouvelle onde qui est projetée du fauteuil. Donc, le but du jeu, ça va être... Alors, il faut surtout pas que je la casse, parce que je ne sais pas si j'endommage la chose et si j'empêche la diffusion des ondes, je ne sais pas si je vais pouvoir inverser le processus. Ouais. Le but du jeu, alors le premier, ça va être de sortir le singe qui est sur la chaise, hein, n'est-ce pas ouais. Pour pouvoir avoir un libre accès à la chaise sans être trop dérangé. D'accord. Alors, le problème, ça va pas être tellement Cockroom, parce qu'effectivement, il est toujours paraplégique, en fait. Hein, donc, même en singe, il est paraplégique. Ah, mais paraplégique total. Ah oui, d'accord. Ouais. Je pensais qu'il était juste... Non, le souci, c'est tous les singes qui est autour, qui, eux, sont très, très vindicatifs à ton endroit. Ils sentent bien qu'il y a une différence entre toi et eux. Hein. Toi, t'es un humain, eux, plus. Donc, ça va être avec eux, c'est eux qu'il va falloir gérer pour t'approcher du fauteuil, quoi. Eh ben, je vais utiliser ma connaissance, justement, j'ai été une bête pendant longtemps, je vais utiliser ça pour me placer en dominant, avoir l'attitude du dominant. Alors ça peut être, je me frappe le torse en poussant les cris les plus forts, ok, quelque chose comme ça. Street Tiger lance un des 6 d'affiliation solo, et seulement un des 8 de distinction créature de la Renaissance. Son power set lui reste inaccessible, et il n'a aucune spécialité adéquate. Cependant, il claque un plot point pour déclencher son SFX, voilà qui tombe bien. De mémoire, le seul SFX lancé durant cette partie. Un SFX autorise une mécanique unique. Ici, il ose emprunter un dé du Doompool en guise d'atout, le temps d'une action avant de le lui rendre dévalué. Comme c'est fourbe. Willy lance alors 2d6 plus 1d4 pour son Doompool. Comme c'est bien joué, mais la chance n'est pas du côté du mutant bestial. Le Doompool obtient tout de même un total supérieur. T'essayes de t'approcher du fauteuil, tu vois que tu te retrouves face à 4 hommes bestiaux qui hurlent à ton endroit, tu vois qu'ils sont toutes griffes dehors. Hein. Donc t'arrives pas à t'approcher pour l'instant. Tu vois que c'est sur ces entrefaits que Storm et Nightcrawler rentrent dans la salle de séminaire pour constater le chaos qui a envahi l'hémicycle. Ah, je leur hurle de ne pas approcher. N'approchez pas! Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Déjà, ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas leur hurler, n'approchez pas. Mais par contre, c'est le seul humain de la salle. C'est vrai, t'as toujours l'oreillette. Je reste interloqué quelque temps en me demandant, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas le temps de t'expliquer, Ororo. Il faut absolument que tu arrives à distance à disperser les singes qui sont autour du fauteuil de... Oui, je sais, j'ai un peu changé moi aussi. Il faut absolument que tu disperses les singes qui sont autour du fauteuil du professeur Cockrum. Mais surtout, n'approche pas. Sinon, tu risquerais de te retrouver comme moi, sans pouvoir. Oh, je vois. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a une onde qui commence à apparaître et on se rabat derrière le mur pour échapper à ses effets. Ouais, voilà, il y a une espèce de d'arc bleuté qui est concentrique, qui part du fauteuil et qui va se perdre dans la salle, effectivement. Je regarde Storm et je fais voilà, ça ressemble plus à la fin de nos aventures. J'essaie de minuter en fait combien il y en a entre les ondes. Ah, combien de temps? Tout à fait. Pas bête. Et t'essayes de placer une attaque à ce moment-là? En fait, je vais attendre qu'une onde soit passée, tout juste. Ouais. Je vais demander à Diablo de me téléporter juste à côté du fauteuil. Ouh. Une opération coordonnée, comme c'est beau. Oui, et en duo, je fonctionne mieux. Pas moi, mais... Ouais, je sais, tu peux pas en dire autant, mais bon. Mais techniquement, on n'est pas que duo, on est peut-être un groupe parce que Hank est là aussi. Il nous Alors,
Ah ouais, c'est vrai. Super. Donc ce qu'on va faire, c'est que Diablo, tu vas faire ton attaque d'abord, ta téléportation, pour générer un bonus que tu donneras à Storm après pour son action à elle. Pour la première fois, je lance un D8 d'affiliation groupe, un D8 de distinction épéiste flamboyant et un bon vieux D8 de téléportation. Le Doompool bridé de Willy, avec 2 D6 et un D4, m'oppose peu de résistance et je crée donc un D8 d'A7 pour Storm. Ouais, un D8. Ok, donc tu donnes un D8 à Storm pour la téléportation. Pouf, Storm, t'es téléporté entre deux ondes lock. T'es téléporté au centre de la salle. T'arrives à côté du fauteuil de Cockrum. Cockrum gît par terre sous une apparence simiesque. Et autour de toi, tu te retrouves un peu au milieu d'une poignée d'hommes singes avec des pantalons trop grands pour eux et des faces de gorilles particulièrement énervées. Tu vois qu'il y a effectivement... Tu reconnais le fauve en fait, hein, même sous sa forme humaine, tu reconnais son regard doux. Oui, et puis bon, vu comment il nous a parlé, c'est clairement lui aussi. Oui, aussi, puis surtout son costume trop grand. Voilà. Je rajoute quand même en voyant apparaître Storm en téléportation. Attention Aurore, surtout attention avec tes éclairs, ne va pas endommager le fauteuil. Bien compris. Ok, donc toi tu fais quoi, Storm? Alors, je vais essayer d'effrayer les singes pour qu'ils s'éloignent du fauteuil. D'accord. Donc je vais dégager dégager quoi. Ok, à la foudre. Bah du coup en fait quelque chose qui ne va pas perturber le fonctionnement du fauteuil. Tu peux le faire à la foudre, tu peux le faire avec de la neige, de la glace. Voilà, je vais plutôt utiliser d'autres effets météorologiques, mais surtout quelque chose qui va sembler effrayant, peut-être de lumière ou quelque chose qui va paraître effrayant pour les singes. Ok, très bien. Peut-être du vent autour de moi, un truc comme ça, mais quelque chose qui soit en hauteur pour pas toucher le fauteuil. Les portes sont toujours ouvertes, je suppose. Ouais. Mon but, ce sera en fait de les faire déguerpir de la salle pour que Rank puisse agir normalement. D'accord. Très bien. Kat lance un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de son omniprésente distinction femme de tête, un des 12 de suprématie climatique tiré de son power set, un des 8 de sa spécialité expert psyché, et enfin un des 8 de plus grâce à ma téléportation. Willy avoue alors abréger le challenge et ne pas gérer l'affrontement comme un combat de groupe. Il s'en remet au Doompool, qui n'a évidemment aucune chance. Non content de ça, comme le jet du Doompool a obtenu au moins un 1, c'est une opportunité que Street Tiger emploie pour le prix d'un plot point pour réactiver son power set mutant bestial. Tu vois qu'en fait l'effet est très temporaire de la bombe bloc, hein. Elle n'est pas encore stabilisée. C'est pour ça qu'elle continue. Ouais. Elle envoie les ondes. Du coup, tu vois que tout à coup, tes pieds reprennent leur dimension titanesque et tu vois que à nouveau les poils bleus réapparaissent sur tout ton corps. Donc, tout à coup, la température chute de 15 degrés dans la salle. Il y a un brouillard glacé qui blanchit les poils de tous les singes autour de vous. Tout ça accompagné d'éclairs, d'électricité statique qui flottent dans l'air. Mais vers le haut, hein. Un vent qui siffle tout autour de toi, c'est parfaitement terrifiant. Tu vois que les singes s'écartent, vont se blottir dans tous les recoins de la salle. Il n'y a personne à 20 mètres de vous maintenant, hein. Ils ont compris, ils sont terrorisés. Tu vois que à côté de toi, il y a le fauve qui est redevenu le fauve. Et c'est à lui d'agir en fait. Très bien. Eh ben, ayant le champ libre, je vais me précipiter sur le fauteuil et essayer d'en comprendre le fonctionnement et la façon de l'arrêter. Street Tiger lance un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de distinction le type le plus intelligent à la ronde, et un des 10 de sa spécialité maître tech. Son power set ne lui étant d'aucune utilité. Un jet de Doompool maladif plus tard, Beast explose toute opposition avec un effet D10 suffisant pour dompter le dispositif. A noter que le Doompool produit à nouveau un 1, et cette opportunité est encore, à tort, transformée en gain de plot point. D'accord, on est des super-héros, mais voilà qui rend les choses bien trop faciles. Ok, tu vois que toi, tu fais sauter d'un coup d'orteil le cache qui dissimule toute la bombe bloc sous les fesses de Cockrum. Tu constates un appareillage technologique quand même très très bricolé, hein. T'as aucune difficulté à isoler en 2 secondes l'alimentation, à la déconnecter et à chanter complètement le système. D'accord. Tu vois que du coup les ondes s'arrêtent et
vous voyez que le calme a l'air de s'installer dans la salle. Vous voyez qu'il neige dans cette salle de séminaire. Il y a des hommes préhistoriques qui sont bloqués derrière des fauteuils, qui regardent une espèce de déesse flotter au milieu de la pièce, et un espèce de singe bleu géant penché sur une machine futuriste. Vous voyez que eux n'y comprennent rien. De toute façon, à l'heure actuelle, ils ont l'intelligence d'un enfant de 4 ans, donc ils sont en train de vous regarder avec des yeux, pensant voir des dieux en fait. Et puis progressivement, leur pilosité commence à se résorber, ils commencent à se redresser, et vous commencez à voir réapparaître des humains. Vous voyez que Moira McTarget est une des premières à se relever en fait, et à rajuster son tailleur qui était un petit peu débraillé. Elle te regarde, Hank, elle dit qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Dans ce cas, je vais faire 2 choses, en toute urgence. Ouais. Déjà de 1, je vais enlever l'effet qui peut faire peur et tout ça. Ouais, d'accord. T'essaies de rétablir la température. Voilà, je réchauffe de nouveau la salle, et puis aussi je me mets d'une manière pas menaçante du tout, voilà. Et deuxième chose, ce genre de salle a sûrement des caméras de surveillance. Oui. Je fonce pour récupérer l'enregistrement. D'accord. Ok. Donc tu sors de la salle, tu vas au PC sécurité. Ouais. De toute façon, il n'y a personne dans le PC sécurité. Hein. Tout le monde était concentré sur la salle de séminaire. Là. En fait, mon but, ce sera de récupérer la preuve que c'est Rampart qui est responsable de la catastrophe. D'accord. Nice. Très bien, très bien. Et le rendre public. Vous voyez que dans la salle de séminaire, le jury s'est relevé. Le général Foreman cherche sa chemise qu'il avait arrachée. Mais où est mon uniforme? Vous voyez que la sénatrice vous regarde et elle dit mais j'ai l'impression d'avoir perdu la tête, que tout avait sombré dans la folie. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé au professeur Cochrome? Vous voyez que Cochrome, lui, il est au sol, il se tortille comme ça pour essayer de remonter sur son fauteuil. Ma machine, elle est cassée, hein. Je vais le ramasser et je le remets sur sa chaise. D'accord. Ah, lâchez-moi, monstre. J'ai Alors, échoué. professeur Cochrome, vous avez bien démontré à tout le monde que où était le monstre dans cette pièce. Ça ressemble bien à une conclusion, ça. Ouais, un peu, ouais. Tout à fait. Une chose est sûre, c'est qu'au terme de ce séminaire agité, quand le deuxième jour, la sénatrice Rosvik vous saluera sur le départ, c'est assurément pas le projet LOC qui aura obtenu le financement. Hein. Le professeur Cochrome et Goldvine sont partis avec le Shield, en fait, dans un camion sécurisé avec Ren Sorora, d'ailleurs. Vous voyez que Rosvik dit écoutez, nous sommes ravis de pouvoir participer à une hauteur raisonnable à votre projet, professeur McCoy, professeur McTaggart. J'espère que ces fonds seront bien investis et que des progrès se feront voir dans les jours qui viennent. Je pense que nous avons pris une bonne décision. Eh bien, vous pouvez compter sur notre diligence et je vous invite, dès que possible, à venir visiter notre laboratoire. Ouais, Mighty, c'est ça? Je n'y manquerai pas. Tout à fait. Très bien. Dans la foule, sur le départ, vous ne remarquerez pas Eric Lancashire et Mystique qui vous regardent partir d'un air entendu. Et vous allez repartir vers votre Quinjet vers de nouvelles aventures. On n'est pas si mal sorti finalement. Il y a eu un peu d'orage dans l'air. Mais espérons qu'on n'aura que du beau temps. Ah, vous savez, mes jeunes amis. Cochrane avait été assez stupide pour tester son engin que sur des mutants. Il a pas pensé aux effets secondaires sur les humains non évolués. La colère et surtout la peur aveuglent beaucoup trop. C'est tout à fait ça, mais nous devons continuer à agir pour faire en sorte que les humains et les mutants se comprennent et pas se confrontent. Je pense que l'enregistrement de ce qui s'est passé peut servir d'un excellent argument. Oui, mais je t'enjoins à ne l'utiliser qu'en dernier ressort. Attiser les rivalités entre mutants et humains ne serait profitable ni à l'un ni à l'autre, tu sais. Présenté correctement, il ne s'agit pas de la rivalité, mais au contraire. Nous avons été là pour aider les gens qui ont été mis en danger par un autre humain, qui lui
était aveuglé par la haine envers les mutants. C'est vrai, mais si les choses peuvent se faire sans avoir recours à ce biais, nous en aurons que plus de mérite. On verra. Une carte qui restera à jouer, elle pourra très bien rester dans notre manche. Je me demande si le reste de l'équipe a réussi à sauver la galaxie, là où il se trouve. En tout cas, on aura 2-3 choses à raconter quand il rentre. Oh, je ne doute pas que notre récit va intéresser Logan, qui sera très déçu d'avoir loupé une confrontation avec Dents de Sabre. Oh, je gage qu'il a dû s'amuser là où il se trouve. Toute cette action me creuse. Shawarma, quelqu'un? Bien joué, je me demandais comment on avait clore le... Boum. Micro débrief, micro, Ouais. 5 minutes, pas plus. Allez, oh. Après, coucher. Allez. Il est fastidieux ce système. On le savait, mais il est fastidieux. Hein. Ouais. C'est vrai. Et là, pour le coup, je trouve que vu la façon dont le scénar était conçu, Ouais. on l'a mis en difficulté. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de bottage de cul dans Marvel Heroic Roleplaying. Et parfois, il y a même que ça. Hein, je veux dire, les poules adverses qui s'entrechoquent, les effets qu'on accumule, etc. Mais au final, le vrai défi qu'on a eu à la fin, c'est lutter contre le Doompool. Et le Doompool est totalement tributaire, en définitive, de notre malchance. Et comment on s'en est bien Non, sorti? parce qu'en fait, j'ai chanté la vraie confrontation parce que ça aurait été trop long. Oui. Normalement, vous deviez confronter un team, c'est-à-dire les hommes dégénérés. Mais je me suis dit, pour accélérer la fin, il fallait que je... D'accord, il fallait qu'on boucle en 2 séances. Quand tu as dit Ouais. intime, c'est un prénom? C'est un... Un team, c'est un personnage qui représente un groupe, D'accord. une team, une équipe. Ah, une Donc, team. un team, c'est comme un personnage, sauf que au lieu d'avoir solo, team ou D'accord, duo, il tu y avait vois, un gros pool de il dés, a quoi, un groupe qu'il faut sabrer. Donc là, c'était comme tout à l'heure, vous aviez une foule à gérer avec 3 dés de 6, c'est ça un groupe en fait. D'accord. Et donc, Donc en fait, eux, normalement, ils lançaient des D8, ils avaient des attaques, etc. derrière ton paravent, tu as un petit peu triché avec les poules. Comment Ouais, tu te ouais. sens vis-à-vis de ça? Ah bah non, tout à fait bien parce que ça a permis d'accélérer un peu les choses et que du coup c'était plus dynamique. Hein. Je veux dire, pas rester coincé avec un système, refaire une séance juste pour la confrontation dans le séminaire, ça aurait été un peu laborieux. Ok. Le SFX, voilà qui tombe bien, Ouais. c'est redoutable. Hein. Ah oui. Ouais. C'est redoutable. Hein. J'ai pas trop voulu faire l'optimisateur et utiliser tous mes points dedans, mais Ouais. c'est assez redoutable. Ouais, tout à fait. D'autant plus que le Doompool est gros en fait. Oui, c'est ça. Parce que quand t'as un Doompool énorme et qu'il commence à l'utiliser, ouais, c'est hyper... Bon, c'est gourmand en plot point, mais... Non, c'est vrai que c'est un système qui est lourd, et d'autant plus en virtuel, en fait. Parce que ce scénar, je l'ai joué deux fois sur table. Bon, la prise en main des dés, etc., fait que ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Est-ce Eh oui, que... c'est ça. ouais, probablement. Du coup, quand tu l'as joué sur table IRL, est-ce qu'il y a eu de différences notables qui mériteraient d'être soulignées, d'être évoquées? Par exemple, les combats ont été menés pour de vrai. Là, à chaque fois, je les ai un peu avortés, les combats. Ah ouais? Non, mais je pense que J.O. parlait surtout en manière d'appréhender le scénario. Tout à Plutôt fait, que- et aussi au niveau du casting. Alors, à chaque fois que je l'ai fait jouer, j'avais Wolverine, j'ai jamais eu Storm. Storm, elle déboîte hein, quand même. Hein. Oui. Là, sur la fin, le jet qu'elle a fait, c'est monstrueux. Elle est classée Oméga, hein, Storm. Hein. Ouais. Donc, à chaque fois, il y avait Wolverine et du coup, il y avait des pouvoirs sensoriels qui étaient quand même hyper pratiques pour identifier Mystique. Mystique et les mauvais mutants, etc. Il y a eu des sessions où la confrontation était beaucoup plus violente avec eux. Là, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir une confrontation avec eux parce qu'ils sont dans le même camp dans ce scénar. Sauf qu'il y a Dents de Sabre, et que Dents de Sabre, dès qu'il voit Wolverine, il lui rentre dans le chou. Enfin, dès qu'il voit X-Men, il lui rentre dans le chou. Donc, voilà. Et voilà. Donc, non, mais après, dans l'agencement, il y a eu différentes façons de le gérer. Ouais. Mais là, je trouve que vous êtes pas mal démerdé. Récupérer le matériel audio du mec de la sécurité, c'était plutôt une bonne idée. Ça vous a permis d'avoir un temps d'avance, tout ça. Tiens, et juste une petite question, qu'est-ce qu'il y avait sur la puce? Sur la puce, en fait, il y avait des liens
qui, dans l'histoire des X-Men, montrait qu'à un moment donné, tu avais été très lié aux X-Men et que les X-Men avaient été très liés à Magneto, et c'était des infos qui faisaient remonter ton lien entre toi direct et Magneto, quoi. C'était pour salir ton image, en fait, c'est tout. Oui, très bien. Ça pouvait suffire. Voilà, mais... 4-1. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit, avec au final, il m'avait pas raconté de bobard. Hein. Non, eux, ils étaient effectivement dans votre camp, ils étaient là contre Rempart, en fait. Les boucs émissaires faciles, sur qui on aurait pu avoir le réflexe de taper. Ouais. Bah, c'était juste, je trouve que c'était un mauvais choix de la part d'Eric d'amener Beast, pas Beast, Fauve avec lui. Oui. Mais Parce que... si c'était pas le fauve, c'était le crapaud qui faisait le con. Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'est pas les mauvais mutants pour rien. Hein. Et il a fini un quiz de Grégory. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Hein. C'est ça. Mais sinon, c'était un peu délicat au niveau du scénario parce qu'on était quand même... Bon, après, il y a des scénars comme ça, mais c'était pas évident de se dire que bon, il y avait Beast qui reprenait tout le devant de la scène dès qu'il s'agit d'être social. Nous, on était un petit peu dans la réaction avec ce qui se passait et on jouait pas toujours ensemble. Heureusement. Oui, c'est vrai. Au final, Ouais, mais il y avait du moyen de faire du roleplay et du drama, même si on n'était pas sur la scène, tu vois. En fait, c'est vrai que moi j'étais cantonné dans la fonction de conférencier, quoi. Je pouvais pas trop. Après. Oui, après c'était frustrant pour Beast parce qu'il pouvait pas tellement se servir de ses super pouvoirs quelque part. Non, mais le pouvoir principal de Beast, ça a toujours été son intelligence. Hein, ça oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un système qui quand même prend un petit peu de temps à être géré et que le compteur tourne et qu'il faut que l'intrigue avance, on a eu moins le réflexe de se permettre de chit-chatter un petit peu, de bavarder comme ça peut être le cas dans d'autres tables, comme ça le serait dans Deux Billets d'Acier où des fois on monopolise totalement le scénario rien qu'à cause entre nous. C'est pas le même postulat. Ah oui. Mais enfin. Tu sais que c'est des moments appréciables, hein. Et je t'en ai parlé, mais Critical Role, ils arrêtent pas de faire ça. C'est-à-dire dans Critical Role, ils arrêtent pas. Chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part, qu'ils s'arrêtent dans une chambre de taverne, qu'ils font un feu de camp, les personnages se mettent à discuter entre eux. Et ils font des discussions parfois assez longues. Évidemment. Et parfois ça pourrait occuper toute la session. Mais là, on est dans du... comment j'appelle ça déjà ? Du plan séquence Marvel Heroic Roleplaying. On n'est pas en train de faire comme Critical Role, à savoir... des campagnes qui durent plus de 100 épisodes. De 30 épisodes où je veux dire, les choses peuvent aller à leur rythme, ils sont fous, ils sont diffusés. Et techniquement, toute l'équipe que nous formons n'a pas forcément signé pour faire 150 sessions non plus. Donc arrive un moment... pourtant c'est pas inintéressant. Hein. Ah, je nie pas, mais c'est autre chose, c'est un autre format, on n'a pas forcément signé pour ça. Bah, je crois que t'as signé pour un truc assez long avec moi. C'est autre chose. Enfin, on verra si ça marche déjà. Non mais format court c'est différent, format court on aura tout le temps de... Puis je pense qu'il y a aussi un effet de jeu. C'est-à-dire que Marvel, c'est un jeu d'action plus que de... Ouais. Tu vois, par exemple, je joue à d'autres jeux où il y a beaucoup de parlotte, etc. C'est beaucoup plus effectivement du dialogue et des échanges. J'aborde pas les choses de la même façon, mais c'est vrai que dans Marvel, j'ai tendance à passer d'une scène d'action à une autre et d'oublier de laisser les joueurs faire du replay. Quel genre de maîtrise je t'ai fait venir, je me doute que sur d'autres ce serait pas... De toute façon, j'ai Dead 100 encore en mémoire, Dead 100 le rythme était très différent quoi. Ah ouais, c'était excellent, c'était très ambiance. Alors après Dead 100 c'était aussi de l'action par contre, mais oui, plus dans mais le... ça marchait mieux. C'était très narratif en fait. T'étais dans ton domaine, on se balançait la balle tout le temps, c'était différent, je veux dire, il y avait une pression, je t'ai senti un peu sous pression sur cette maîtrise-là. Et je ne pense pas que le format du podcast, il soit pour quoi que ce soit, ou peut-être que le fait de se sentir filmé, je ne sais pas. Mais c'est le format du jeu et du scénario qui était plus exigeant aussi. Tu vois, parce que c'est ça que je pense. Concrètement, dans le scénar Dead 100 qu'on avait fait, c'était un scénar hyper ouvert où je me contentais de rebondir sur ce que vous faisiez. Dans ce scénar-là, il est très scripté quand même. Ouais. Il se passe plein de choses. Il est quand même très riche quoi pour tenir en 2 séances. Et du coup, j'avais cette pression-là de faire tout tenir dans le format. Et du coup, oui, ça m'oblige à rythmer, à scripter beaucoup plus et du coup à prendre beaucoup plus le lead et du coup moins vous laisser la parole. Quoi. Non, mais bon,
Je savais qu'il y avait une légère prise de risque, le jeu était un peu particulier, mais j'étais content qu'on puisse évoquer ce jeu un peu exotique. Ok. Merci beaucoup. Juste par un petit point culture Marvel, en disant que la relation de parenté entre Nightcrawler et Mystique est loin, très loin d'être une introduction récente, puisque la première évocation de la chose apparaît dans le run de John Romita Jr. et Chris Claremont à la fin des années 80. D'accord. Ah, tu nous as évité un courrier de fans en colère, car ce sera conservé au montage. La bonne soirée, là je couperai. Rassurez-vous, s'il est plus stimulant de réfléchir à ce qui a coincé, nous avons quand même passé une bonne soirée. Ah, par exemple, si je fais ça, c'est pas grave, parce que c'est monté. Très bien.